Section 18. Écoutez, fiscalité, comptabilité, là, vous avez des notions, je ne les passerai pas en revue. C'était un des sujets qu'on aurait dû traiter vendredi dernier, mais je ne suis pas comptable et vous pouvez lire finalement les notes que j'avais écrites là-dessus. Ça va peut-être vous apporter à votre attention certains éléments, mais je ne le passerai pas en revue. Faites juste prendre le temps de lire. Je pense que c'est pertinent pour vous de lire. Il y a la question de la TPS-TVQ, de avez-vous été inscrit, puis l'autre chose, c'est qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et ça, ça vous concerne vous personnellement. L'autre chose, c'est que vous devriez avoir certaines notions de base au niveau de fiscalité, ou tout le moins aller les chercher si vous ne les avez pas. Je m'explique. Évidemment, quand c'est une résidence principale, puis on vend, il n'y a aucune incidence fiscale. Parce que tout le gain de capital, tout le profit est non taxable. Sauf que si c'est une résidence secondaire, là, à ce moment-là, il peut y avoir une incidence fiscale. Et vous devriez être capable d'expliquer aux clients comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il y en a exactement, avoir certaines notions de base. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aller vous les procurer, aller les chercher, ces informations-là. On pourra se reparler sur une base individuelle à ce moment-là. Puis je pourrais vous mettre en contact avec des personnes ressources qui sont capables de vous aider. Mais c'est important d'être capable d'accompagner votre client dans une transaction de cette nature-là pour être capable de lui faire comprendre qu'il va y avoir une incidence fiscale. C'est du gain de capital, la moitié du gain de capital est imposable, puis qu'est-ce qui est admissible, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Hein? Je m'arrête là. Ça va? On s'en va à la section, je vous ai le numéro, là, section inspection. Ça, écoutez, c'est la deuxième. Elle est aussi importante que le financement, la condition d'inspection. C'est l'obstacle à la conclusion de votre transaction et c'est une clause, une condition importante. Selon vous, y a-t-il des circonstances où finalement ce n'est pas requis pour l'acheteur de faire inspecter? Pensez-vous qu'il peut y avoir des circonstances où, dans le fond, vous ne recommanderiez pas à votre acheteur de faire inspecter? Non. Maisonneuve, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pire. Reprise de finances, qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui. Reprise de finances, on fait-tu inspecter ça, une reprise de finances, qui est vendue sur la garantie légale, ou une succession? Pourquoi? Pourquoi on ferait inspecter ça? Savoir à quoi s'en tenir, quels sont les travaux qu'on va avoir à faire. Moi, je pense que c'est encore plus important s'il n'y a pas de garantie. Exactement. Encore plus. Hein? Vous comprenez que là, on va juste s'entendre. Je vais rentrer dans les notions de garantie légale, vice caché, vice apparent. C'est important que ce soit clair dans votre tête, tout ça, parce que, évidemment, le consommateur est tout perdu là-dedans, puis il ne sait pas ce qu'il y en est. On fait inspecter un immeuble pour découvrir quelle sorte de vice? Apparent. Apparent, clairement. OK? Impossible pour un inspecteur en bâtiment ou pour un acheteur prudent et diligent de découvrir un vice caché. Ça va? Donc, un inspecteur en bâtiment, en réalité, tu ne peux pas te poursuivre parce que tu as découvert un vice caché par après. Qui tu poursuis quand tu découvres un vice caché? Qui? Le courtier, non. Le vendeur. C'est clair. Le vendeur, évidemment, si tu es capable de démontrer que le courtier connaissait l'existence du vice caché, puis il l'a sciemment, consciemment, volontairement omis, là, c'est une autre chose. Mais c'est qu'évidemment, quand ils vont voir les avocats, ils décident de poursuivre tout le monde sur la planète. Le courtier, l'inspecteur en bâtiment, le vendeur, poursuivent tout le monde, pour laisser au juge la possibilité de faire la distinction entre un et l'autre. Et c'est peut-être la bonne chose à faire. Parce que si tu vas en cours, des fois, on poursuit des inspecteurs en bâtiment pour des défauts cachés. Et regarde, l'inspecteur, il n'est pas là. Tu ne peux pas tenir un inspecteur en bâtiment responsable de l'existence d'un défaut caché. Il faut que ça soit bien, bien clair dans votre tête. Donc, le but, puis tu ne peux pas, à l'inverse, tu ne peux pas poursuivre un vendeur pour l'existence d'un défaut apparent. Hein? Tu ne peux pas, tu n'as pas de recours contre ça. Le Code civil exige de l'acheteur d'être quoi? Prudent et diligent. Exactement. Prudent et diligent. OK? Donc, l'acheteur doit être prudent et diligent dans l'examen du bien immobilier qu'il achète. Il doit être prudent et diligent. Ça il n'est pas obligé. Le Code civil n'impose pas l'obligation à l'acheteur de choisir un inspecteur en bâtiment, de faire inspecter la propriété par quelqu'un de neutre. Pas du tout. Il exige à l'acheteur d'être prudent et diligent. Moi, ce que je dis, c'est si tu veux être prudent et diligent, va te chercher un professionnel. OK? Prends pas de chance à ce niveau-là. Surtout que tu es émotivement embarqué dans une transaction. On en a parlé hier. Hein? Quand les émotions rentrent là-dedans, là, quand tu tombes en amour, tu ne vois plus clair.
OK? Tu ne vois plus les craques, tu ne vois plus les problèmes, tu ne vois plus rien, tu ne sais pas comment interpréter ça, tu n'en poses pas de questions, quoi que ce soit. Okay? Et moi, pour eux, quand j'ai acheté la maison dans laquelle j'habite maintenant, juste à titre d'exemple, puis pourtant, je prétends que je connais ça, là, hein? J'arrive et je regarde la maison, il y a le sol, et finalement, la maison est là, elle est assise sur le sol, et je vois les planches, c'est des planches de bois qui sont apposées à la verticale, et ils sont pourris en bas. Bon, problème. On va remplacer les planches, c'est tout, on va peinturer, ça vient de s'éteindre. Moi, c'est ma solution. L'inspecteur vient, lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Là, c'est un défaut apparent, c'est pas un défaut caché, on le voit, ça nous saute en face. OK? L'inspecteur arrive, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils sont pourris? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, il m'explique que on est en montagne et finalement, il y a eu de l'érosion, il y a eu de la terre qui a finalement, avec les années, qui est allée se coller sur la fondation. Et là, ça a remonté. Et là, finalement, la terre est en contact plus avec une fondation de béton coulé ou des blocs de ciment et goudronné. La terre est en contact avec la lisse de bois, puis tout ça. Et là, évidemment, une terre humide qui est en contact avec un angle de pente négative qui amène des ruissellements sur la fondation et sur la maison. Lui, il m'alerte au fait qu'il ne fait pas rien que changer ça. Là. Ça, c'est la conséquence d'un problème beaucoup plus important que ça. Et finalement, la solution à ça, c'était quoi? C'était d'excaver dans la montagne, faire venir une pelle mécanique, excaver pour créer une pente négative, pose un drain, recueille tous les eaux de ruissellement, prend ça, contourne la maison, puis va par gravité envoyer ça en bas. Donc, là, pelle mécanique, une grosse pelle mécanique, 1000$ par jour. Là, évidemment, il m'a tout déviergé mon terrain, hein, au complet. Il a fait des murs de roche, il a fait tout ça. Et puis, là, j'ai creusé pour mettre le drain dans le fond. J'ai rembrouillé ça, puis j'ai posé, j'ai tourbé, j'ai tout ça. Voyez-vous la différence entre les deux? Je regarde, j'ai juste une coupe de planche à changer. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Si tu veux une solution permanente à ton problème, puis tu as besoin d'en trouver une, parce que ça peut être très grave, c'est là, pente négative, pente positive, on éloigne l'eau de la fond, avec tout ce que ça peut représenter comme conséquence, sur une baisse, tout ça. C'est ça un inspecteur en bâtiment. C'est quelqu'un de détaché qui arrive avec une expertise. Et lui, quand il voit une fissure, il ne fait pas juste regarder la fissure, il cherche la cause à la fissure. Qu'est-ce qui a causé ça? Là, il va peut-être aller en bas dans le sous-sol, va voir finalement comment la maison est supportée à cet endroit-là. Qu'est-ce qui a pu causer une fissure comme ça? Ça, vous n'avez pas de réflexe. Le commun des mortels, même s'il est prudent et diligent, n'a pas le réflexe, n'a pas la capacité d'être capable de voir ça. Moi, c'est clair, vous recommandez toujours une inspection en bâtiment. La seule raison pour laquelle vous ne le feriez pas, c'est si vous achetez un bien, une propriété, que vous allez démolir. Si vous êtes pour la démolir, en principe, on peut penser que tu n'as pas besoin de la faire inspecter parce que tu vas la démolir. Okay? Tu vas sortir des fondations, tu vas sortir. Essentiellement, tu achètes un terrain vacant. Hein? Puis là, tu devrais vérifier peut-être la contamination du sol du terrain vacant. Ça, c'est un autre aspect là, que tu devrais vérifier aussi. T'sais? Mais sinon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Maisonneuve, encore plus aujourd'hui. Okay? Ils les construisent vite, puis ils les construisent très rapidement. Un condo, est-ce qu'on fait inspecter un condo? Il y a une partie du condo qui est aire privative, aire exclusive, puis il y a une grosse partie, on peut parler de la toiture, on peut parler des murs extérieurs, qui ne relèvent pas, qui relèvent du syndicat, c'est des aires communes. Puis le grenier fait partie peut-être des aires communes. Pas loin de me soucier de ça. Pourquoi je fais inspecter? Voyons, c'est même pas à moi cette affaire-là. Répondez-moi. Sauf si c'est vrai, par exemple, c'est des champs tout le monde. Oui, mais ça vieillit pareil. Un condo, il est construit avec les mêmes matériaux qu'une maison, il vieillit de la même façon, puis tôt ou tard, il y a des problèmes. Et c'est important de faire inspecter. Un condo, c'est une maison avec une caractéristique de propriété qui est différente, des servitudes, une limitation d'usage, puis des choses comme ça. Mais c'est une maison. C'est une maison qui est construite, qui vieillit, puis qu'à un moment donné, pensez pas que parce que vous avez acheté un condo, que la toiture ne viendra pas être remplacée, qu'il n'y aura pas des problèmes d'infiltration d'eau, qu'il n'y aura pas ci ou ça. Fait que oui, la copropriété, vous faites inspecter ça au complet. Puis il y a des spécialistes qui vont pousser leur expertise assez loin au niveau de l'inspection de la copropriété. Ils vont examiner tout ça. Donc, copropriété, oui. Maison neuve, oui. Évidemment, tout ce qui est vendu sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur, encore plus. Encore plus. Là, il me dit encore plus. N'oubliez pas, là, c'est deux champs d'intervention complètement différents. Quand on vend sans garantie légale, on demande à l'acheteur d'abandonner son recours contre le vendeur advenant à découverte d'un défaut caché.
Ça va? C'est ça la réalité. Hein? C'est ça. La réalité, là. Puis, ben, je vais prendre le temps. On va traiter de la notion, qu'est-ce que ça veut dire vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur? Parce que ça, c'est la clause. Dites-moi ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu l'achètes tel quel. Tu l'achètes comme ça, ton apporte la première journée, moi, ton matin, c'est pas garanti. C'est intéressant ce que Jean vient de dire, là. Puis je te reprendrai, Anthony. L'acheter tel quel, là, est-ce que si je vous vends ma maison puis je vous dis, l'acheteur déclare l'avoir examiné et il l'achète tel quel, je viens de me protéger au niveau de... est-ce que c'est la même chose que vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur? Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est jour à lui. Vendu tel quel, c'est ça que... Dans toutes les transactions, c'est vendu tel quel. OK? Fait que faites attention, là. Si vous voulez protéger votre vendeur qui a 85 ans puis qui ne veut pas avoir de poursuite éventuelle, puis qui, lui, la tranquillité d'esprit est plus importante que de maximiser son prix de vente, là, vous allez y recommander de vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, mais écrivez pas tel quel. Puis c'est intéressant ce que tu dis là, parce que plusieurs clients pensent que vendu tel quel, ça veut dire que je me suis débarrassé, il ne peut plus me poursuivre ou quoi que ce soit. Absolument pas. OK? Absolument pas. Donc, il faut aller plus loin que vendu tel quel. OK? Vendu tel quel, ça rien. Vendu sans garantie légale au risque et péril. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Une fois que c'est acheté notarise, tu fermes la porte en rentrant à la maison, le mur tombe, c'est pas garanti. Ben, là, faut faire attention. Parce que, imagé, là, mais... si tu fermes la porte et le mur tombe, il faudrait voir quelle est la cause. Et qu'est-ce qui a causé ça? Est-ce qu'on aurait pu déceler ce problème-là avant? C'est intéressant. Mais, tu sais, c'est ça qui arrive. Hein? Ils rentrent dans la maison, puis il y a un problème. Et là, ils disent, OK, c'est un problème. Là, ils veulent poursuivre tout le monde sur la planète. Mais là, ils ont à détecter, est-ce que c'est un vice apparent ou un vice caché? Si c'est un vice apparent, là, tu fais t'inspecter. Si tu ne l'as pas fait inspecter, tu vis avec ton problème. Tu ne peux pas poursuivre un vendeur pour un vice apparent. OK? Et donc, regardez bien, là. Moi, je ne suis pas à la maison. Comme vendeur, je ne suis pas là. Quand vous visitez la maison, vous êtes accompagné de Marcel, qui est votre courtier collaborateur. On fait le tour de la maison. J'ai un grand sous-sol. Il est bien apparent, mon sous-sol. Il y a des espèces de marques de cernes d'eau là-dessus. Le chauffe-eau est là, puis il y a des lignes de rouille sur le chauffe-eau. Il y a toutes sortes de signes qui sont clairs, qui sont envoyés. OK? Et finalement, l'acheteur de Marcel, il a un coup de cœur. Madame, elle aime le salon, plafond cathédrale. Ah, viens-t'en, bébé, on achète ça, c'est le fun à mort. Inspection, ah non, comment ça coûte ça? 500$. Ah, laisse faire l'inspection, là, regarde. Moi, je sens bien dans la maison, là. C'est ça le feeling, hein? L'acheteur, il vous dit, oh, j'ai un bon feeling dans la maison. Ça, là, je comprends pas ça, là. Ah, non, j'ai des bonnes vibrations, là. Je me sens bien dans cette maison. Laisse faire l'inspection, quoi que ce soit. Ridicule, OK? Ridicule. Mais là, il achète la maison. Finalement, au printemps passant, l'eau rentre dans le sous-sol. Là, il veut poursuivre tout le monde parce qu'il a fini son sous-sol en passant, puis c'est tout inondé ou quoi que ce soit. Hein? Là, il veut poursuivre. Est-ce qu'il peut poursuivre? Est-ce qu'il peut poursuivre? Il y a eu beaucoup d'indices apparents qui ont dit, évidemment, moi, comme vendeur, je vais prendre des paquets de photos pour dire, regarde, quand il a acheté la maison, voici ce qu'il a vu. Hein? Est-ce que c'est caché ou apparent? Le débat va se faire là-dessus. Parce que l'acheteur sait très bien que s'il n'est pas capable de prouver que c'est un défaut caché, qu'un acheteur prudent et diligent, qu'une personne compétente en la matière, l'inspecteur, n'aurait pas vu, là, c'est un vice caché. S'il l'aurait vu, c'est un vice apparent. Je peux vous dire que les inspecteurs en bâtiment, ils prennent énormément de photos. Ils prennent énormément de photos. Pourquoi? Un, pour documenter le dossier, mais pour se protéger. C'est qu'en bout de ligne, quand l'eau commence à rentrer, puis là, on appelle l'inspecteur, on dit « Hey, un maudit problème, la maison que tu as inspectée, là, écoute, il y a 6 pouces d'eau dans le sous-sol, là. Hein? Tu n'as pas fait ta job, là. Moi, j'avais su ça. » Là, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre toutes les photos qu'il a prises, il veut tout examiner ça, puis il veut pouvoir montrer au juge, éventuellement, si on le poursuit. Monsieur le juge, moi, là, ce que j'ai vu, voici les photos à l'appui, il n'y avait aucun indice qui permettait de déceler, en ma professionnalisme, de déceler que c'est un vice apparent. Moi, je n'avais aucun indice. Donc, c'est un vice caché. Donc, je ne suis pas responsable. Vous me suivez là-dedans, hein? Donc, le mur tombe. Tu fermes la porte, le mur tombe. Il faut comprendre pourquoi il est tombé, quelle en est la cause. Et là, est-ce qu'il y avait des indices? Il n'y avait pas d'indices. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui lui permettait de conclure que c'est un vice caché ou c'est un vice apparent? C'est ça. Donc, je reviens à la notion vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Il y a 2 garanties que le vendeur fournit. La garantie du titre et la garantie de qualité. La garantie du titre, c'est ce qu'on appelle la garantie contre l'éviction. La garantie du titre ou la garantie contre l'éviction, c'est la même garantie,
C'est quoi cette garantie-là? C'est que quand tu arrives chez le notaire, puis tu arrives avec un chèque de 300 000 $, puis tu regardes le notaire a fait l'examen du titre, puis il dit, il n'y a pas de problème, tu peux y donner au vendeur le 300 000, tu es en terrain solide, tu es chez vous, et il n'y aura pas personne dans 2 jours qui va aller sonner chez vous, qui va dire, monsieur, je suis le propriétaire de la maison, vous n'êtes pas chez vous. OK? C'est clair, ça, c'est une... Hein, c'est pas négociable. Il n'y a pas personne qui va s'avancer dans une transaction immobilière, donner 100, 200, 300, 400 000, 1 million à un vendeur ou autoriser un notaire à donner au vendeur ça sans avoir l'assurance qu'on est chez nous. Hein? Fait que la garantie du titre ou la garantie contre l'éviction, il n'y a pas personne qui va faire une transaction immobilière sans avoir cette assurance-là. OK? Et ça, c'est le notaire au Québec qui te sécurise, qui dit, garde, tu es solide, j'ai fait l'examen du titre, tu es bel et bien propriétaire, il n'y a pas personne qui va venir contester ton titre, et vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux signer, puis je vais donner l'argent au vendeur. OK? Ça, vous la comprenez, celle-là. Là. OK? Ça, c'est une des 2 garanties. Celle-là, là, pratico, parce que les banques, ce qu'ils vous disent, vendu sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Vendu sans garantie légale, ça veut dire qu'ils demandent à l'acheteur d'abandonner les 2 garanties. La garantie contre les vices cachés et la garantie contre l'éviction ou la garantie du titre. C'est pas vrai. Il n'y a aucun acheteur de reprise de finances qui va acheter une reprise de finances sans avoir l'assurance que quand il va donner 100 000 ou 200 000 ou 300 000 à la banque, parce que la banque a été déclarée propriétaire par défaut de paiement, qu'il est solide. Fait que, regardez bien, on s'entend. Là. Fait que, les banques ont tendance à envoyer ce commentaire-là, cette clause-là, qui est une clause générale, parce qu'ils disent c'est ça. Mais pratico-pratique, l'acheteur n'achètera pas. Aucun acheteur va acheter un bien immobilier s'il n'y a pas la garantie du titre ou la garantie contre l'éviction. Vous me suivez? Première des 2 garanties. L'autre garantie, c'est celle-là dont on parle. On appelle ça la garantie de qualité. Hein, depuis le Code civil de 1994, la garantie de qualité, c'est la garantie, c'est la possibilité pour l'acheteur de poursuivre le vendeur advenant à découverte d'un défaut, quoi? Caché. Caché. C'est clair. Apparent, oublie ça. Tu poursuis l'inspecteur si tu as engagé un inspecteur, s'il est solvable, puis il est trouvable, ou quoi que ce soit, ou si tu n'as pas d'inspecteur, tu vis avec ton problème. OK? Et ça se négocie. Ça peut se négocier. La garantie de qualité ou le recours que l'acheteur peut exercer contre le vendeur advenant à découverte d'un défaut caché, ça peut se négocier. Le vendeur a le droit. Par défaut, si vous n'en parlez pas, elle est incluse dans la transaction. OK? Donc, si on n'en parle pas, par défaut, le vendeur donne le recours à l'acheteur de le poursuivre. La garantie de qualité est inclue. Ça va? Si le vendeur veut se soustraire à cette obligation-là, et si le vendeur veut se blinder et empêcher l'acheteur de le poursuivre, il doit spécifiquement le mentionner. Et donc, on doit écrire. Évidemment, les banques disent sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Ça veut dire qu'ils font sauter, ils ne font pas sauter la garantie contre l'éviction, mais ils font sauter la garantie de qualité. La garantie, le recours que l'acheteur peut exercer advenant à découverte d'un défaut caché. Ça va? Et vous pouvez être plus spécifique que ça en disant cette transaction-là est vendue sans la garantie de qualité et au risque et péril de l'acheteur ou quoi que ce soit. Ça veut dire que, advenant à découverte d'un défaut caché, l'acheteur ne peut pas poursuivre le vendeur. Dans quelles circonstances l'acheteur, si je mets cette clause-là, dans quelles circonstances l'acheteur pourrait malgré tout me poursuivre si je suis le vendeur? Dans le cas où tu es en mesure, dans le cas où tu es en mesure de prouver que tu es au courant du vice. Exactement. Si tu ne peux pas mettre une clause comme ça, regardez bien, le toit coule ici, OK? Le toit coule, je fais venir un peintre, je dis, regarde, il coule au printemps, on est rendu à l'été, passe-moi un coup de pinceau là-dessus, puis c'est fait, n'en parle pas, c'est tout ça, OK? Dans ce cas ici, si l'acheteur achète la propriété, puis j'ai vendu sans la garantie qualité, et présumons qu'on a un plafond cathédral. Autrement dit, l'inspecteur n'est pas capable d'aller inspecter entre les deux, il n'est pas capable de voir, il n'y a aucun indice qui permet. Là, le toit est parfait, là. Il n'y a aucun indice. Dans ce cas-là, et là, j'aménage dans la maison. Printemps prochain, ça me dégoûte sa tête. Puis là, je regarde ça, puis finalement, je vais dans l'entretoit, j'ouvre ça, je m'aperçois que c'est tout pourri, il y a des cernes, il y a des champignons là-dessus. C'est pas d'hier, ça. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Est-ce que je peux poursuivre le vendeur? À une condition, c'est que je sois capable de prouver que le vendeur connaissait l'existence du problème. Évidemment, mon recours, ça va dire, y a-t-il un peintre qui est passé ici? Je suis capable d'avoir le peintre, je l'amène comme témoin à mon procès, puis monsieur le juge, laissez-moi te questionner ce peintre-là. Est-ce que vous avez peinturé la maison? Oui. Est-ce que vous avez des cernes? Oui. Qui vous a engagé, le vendeur? Qu'est-ce qu'il vous a dit?
camoufle-moi ça. Là, j'ai la preuve. OK? J'ai la preuve, là. Mais c'est toute une côte à remonter, là. Hein? C'est toute une côte à remonter. Fait que le vendeur ne peut pas mettre une clause comme ça s'il connaît l'existence du problème. Il est quand même, malgré tout, responsable de ça. Ce n'est pas une clause poubelle qui te permet de dire, regarde, je vais tout camoufler, puis je vais dire, vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur, puis l'acheteur ne pourra pas. Mais l'acheteur a une côte de plus à remonter, un obstacle de plus à surmonter, c'est qu'il doit être capable de démontrer que le vendeur connaissait l'existence du problème. OK? Et là, ça prend des preuves. OK? Donc, oui, le vendeur peut vendre sans la garantie légale, sans la garantie de qualité. Il peut exiger que, advenant la découverte d'un défaut caché dont il ne connaissait pas l'existence, il peut exiger que l'acheteur ne puisse pas le poursuivre. Ça va? Et pourquoi on dit pourquoi on recommande à l'acheteur qui achète une maison où le vendeur exige soit une succession, soit une reprise de vente, soit un monsieur qui a 85 ans et la tranquillité d'esprit est importante pour lui, soit qui n'a jamais habité à la maison parce qu'il est en Europe, puis il l'a loué, puis il va la vendre, mais il a 42 ans, mais il va la vendre, mais il n'a jamais habité à la maison, il ne la connaît pas. Il peut exiger que ça soit vendu sans la garantie de qualité. Donc, il peut exiger de l'acheteur que l'acheteur abandonne son recours conduit. Pourquoi à ce moment-là, on recommande à l'acheteur de faire une inspection? Les apparents. Oui, ça va. Mais dans le fond, vous comprenez que c'est deux terrains de jeu complètement différents. Vice apparent, inspecteur en bâtiment, vice caché, le vendeur. C'est que la façon de penser, pour l'avoir, c'est quand vous achetez une propriété dans laquelle on vous impose comme acheteur d'abandonner votre recours contre le vendeur advenant découverte d'un défaut caché, on parle d'une inspection plus poussée, une inspection exhaustive. On va demander à l'inspecteur de vraiment jouer au détective. Ça peut coûter 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher à ce moment-là. Ils vont vraiment le fouiller. Ils vont peut-être demander la permission d'ouvrir des murs, puis dans l'éventualité où il n'y a pas de transaction, ça va être l'acheteur qui va être responsable de fermer ça. Mais évidemment, si vous achetez une maison où on vous demande d'abandonner votre recours advenant découverte cachée, l'acheteur ne veut pas de surprise. Fait que là, il dit à l'inspecteur, « Hey, passe-la à la loupe, là, prends ton temps, fais le tour, regarde, examine, essaye. Je ne veux pas de surprise. Essaye de tout voir à ce moment-là. OK? » C'est ça. Mais c'est un peu contradictoire parce qu'un défaut caché, en principe, l'inspecteur ne le trouve pas. Mais on demande à un bon inspecteur de fouiller à fond, puis on essaye de prier le ciel qu'il n'y aura pas de défaut caché. Là, si je vous amène au palais de justice de Saint-Jérôme, là, aujourd'hui, là, on va s'asseoir, là, puis on va écouter des causes de vice caché, parce qu'il y en a une tonne, OK? Il y en a une tonne. Parce que, je veux dire, l'acheteur qui se réveille avec un problème, puis il veut poursuivre, il peut soit poursuivre l'inspecteur en bâtiment s'il a pris un inspecteur, puis s'il n'a pas pris d'inspecteur, il peut juste poursuivre le vendeur. Il peut poursuivre le courtier, là, mais ça serait pour les mêmes motifs qu'il poursuivrait le vendeur. Ça serait pour le défaut caché. Fait que vous avez un paquet de causes, là, où le juge entend des causes, l'acheteur se présente à la barre, puis il dit « Monsieur le juge, je voudrais vous condamner le vendeur à me payer tant parce que c'est un défaut caché. » Puis là, évidemment, le débat, est-ce que c'est un défaut caché? Est-ce que c'était vraiment un défaut caché, oui ou non? Ces choses-là. Puis la défense du vendeur, dans certains cas, il y a une légitimité pour l'acheteur de poursuivre le vendeur. Il s'agit bel et bien d'un défaut caché. Et puis, si on va au palais de justice, vous allez avoir des vendeurs qui, comme défense, vont dire « Monsieur le juge, écoutez, ça fait 15 ans que je suis propriétaire, on est de bonne foi, monsieur le juge. On ne connaissait pas, ce problème-là. On ne le savait pas, on ne l'a pas caché, on ne le savait pas. Est-ce que c'est une défense acceptable pour le vendeur de dire ça? Répondez-moi. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Le juge le regarde et dit, regardez, c'est ça, vendre avec la garantie de qualité. C'est que vous vous engagez à indemniser le vendeur advenant à découverte d'un problème qui était caché, dont vous ne connaissiez pas l'existence. C'est lourd de conséquences. Je veux juste que vous compreniez que c'est très lourd de conséquences de vendre avec la garantie légale. Parce que comme vendeur, en principe, ce que tu ne connais pas, parce que si tu le connais, tu es obligé de le dire, mais tu garantis à l'acheteur que tous les bombes à retardement qu'il y a dans ta maison, tu en es responsable. OK? C'est très lourd de conséquences. Est-ce que légalement, un vendeur devrait vendre avec la garantie légale? Si vous parlez à un avocat spécialisé en droit immobilier, il dit l'idéal, le vendeur ne devrait jamais inclure la garantie de qualité. OK? Ça, c'est du côté du vendeur. Est-ce que l'acheteur devrait acheter avec la garantie, sans garantie légale?
L'avocat va vous dire l'acheteur ne devrait jamais abandonner son recours contre le vendeur advenant découverte d'un défaut. Mais moi, j'ai un ami, le Richard Dufault, qui est un spécialiste en droit immobilier. Il n'achètera jamais une propriété où il abandonne son recours contre le vendeur advenant découverte d'un défaut caché. OK? Jamais. Évidemment, lui, il est plaide ces causes-là, ou quoi que ce soit. Sa conjointe est juge de la Cour du Québec, en entend une tonne. Puis pour lui, là, évidemment, si le défaut caché a une conséquence de 500$, on ne fera pas un procès avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il peut y avoir des défauts cachés qui ont des conséquences de 5 000$, de 15 000$, de 20 000$, de 50 000$. Et là, c'est majeur à ce moment-là. OK? C'est majeur. Fait que la défense du vendeur dit, monsieur le juge, on ne connaissait pas le problème. Le juge dit, malgré tout, vous êtes responsable. Puis les vendeurs ne comprennent pas ça. Mais oui, on donne, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est ça. Fait que comprenez que vous avez une responsabilité à l'égard du vendeur. Quand vous asseyez avec un vendeur, la question se pose à tout coup. Est-ce que vous voulez inclure la garantie légale, la garantie de qualité? Oui ou non? Est-ce que vous voulez vous soustraire à votre obligation, évidemment, est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez? La DV fait parler le vendeur. Et la DV force le vendeur à dire tous les problèmes dont il connaît l'existence. En principe, on crache tout, que ce soit camouflé, pas camouflé ou quoi que ce soit. Si le vendeur le connaît, par la DV, il est supposé en parler. Mais là, tu dis, y a-tu d'autres problèmes? Bien là, il dit, moi, s'il y a d'autres problèmes, je ne le sais pas. T'sais. Là, l'inspecteur passe, fait le tour de la maison, va dans l'entretoit, va dans le grenier, tout ça, trouve toutes les bébites apparentes. OK? Et là, on rentre dans la maison, puis il y a un problème que l'inspecteur professionnel n'a pas vu parce que ce n'était pas un problème apparent, qu'il était inconnu de l'acheteur parce que l'acheteur a vu ADV puis le vendeur n'en a pas parlé. Et puis là, il fait l'analyse de ça. Pour pouvoir poursuivre un vendeur en vertu de la garantie de qualité contre un vice caché, il y a 4 éléments qui sont des prérequis. Est-ce que vous les connaissez, les 4 éléments? Hein? Il faut, puis je pense que c'est dedans, vous allez le voir, là, il y a 4 éléments qui sont essentiels. Vous ne pouvez pas vous présenter en cours pour gagner une cause, un recours contre un vendeur advenant à découverte d'un défaut caché, si les 4 éléments sont... Il faut premièrement que ça soit important. Vous ne pourrez pas poursuivre des insignifiances. Le tribunal est très, très, très catégorique à ça. Quand on dit important, c'est important au point que si l'acheteur avait connu l'existence du problème, il n'aurait pas acheté la propriété ou il n'aurait pas payé ce prix-là. OK? Il faut que ça soit ça. Parce que des fois, il peut y avoir des poursuites frivoles, des montants qui sont secondaires, et le tribunal va dire, écoutez, ça, c'est pas majeur, c'est insignifiant, et j'accepte pas que vous puissiez poursuivre dans ce cas-là. Donc, premier élément, il faut que ce soit important. Deuxième élément, il faut que ça soit inconnu de l'acheteur. Inconnu de l'acheteur. Évidemment, inconnu du vendeur, on s'entend, parce qu'un défaut caché, le vendeur ne le connaît pas. Mais il faut que ça soit inconnu de l'acheteur. Si on est capable de faire la démonstration qu'on lui a dit, de façon claire, assez claire, j'ai eu une infiltration d'eau au printemps passé. Okay? Il y a eu une infiltration dans la toiture. Puis présumons qu'on ne peut pas le déceler, on ne peut pas le voir. C'était un toit cathédral, l'inspecteur en bâtiment ne peut pas le voir, ne peut pas le trouver. Mais je me suis acquitté de ma responsabilité de dire, écoute, j'ai eu une infiltration d'eau dans la toiture ou quoi que ce soit. J'ai allumé une lumière rouge une lumière rouge à l'acheteur. Si l'acheteur décide d'ignorer ça, la DV envoie beaucoup de signaux comme ça. La DV pose un paquet de questions, fait parler le vendeur. Et là, quand on donne la DV à l'acheteur, si l'acheteur, en lisant ça, décide de ne pas pousser des recherches, l'examen, faire une expertise plus poussée pour dire c'est quoi ça l'infiltration d'eau, où est-ce que ça a coulé, laissez-moi j'ai besoin d'une extension de délai pour être capable d'amener un spécialiste qui va l'examiner et dire c'est quoi qui s'est passé ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, le vendeur pourrait être exonéré de son responsabilité d'indemniser l'acheteur parce que le vendeur pourrait dire monsieur le juge, moi j'y ai dit, je n'ai pas caché. Hein? J'y ai dit, j'ai la preuve écrite que j'y ai dit. S'il a décidé d'ignorer ça, ce message-là, puis de ne pas fouiller plus que ça, il a décidé d'être imprudent, bien, c'est son problème à lui. Donc, il faut que ça soit premièrement important. Deuxièmement, il faut que ça soit inconnu de l'acheteur. Le vendeur qui se fait poursuivre en défaut caché, s'il est capable de prouver que, d'une certaine façon, il avait dit à l'acheteur qu'il y avait un problème là, problème possible, puis l'acheteur l'a ignoré, il ne sera pas condamné. Troisième élément, il faut que ça soit réellement caché par opposition à apparent. On s'entend? Si le vendeur peut faire la démonstration que c'est quelque chose que l'acheteur a pu voir, constater, je n'ai pas besoin d'en parler à ce moment-là, il dit apparent. Donc, il faut que ça soit réellement caché.
par opposition à apparent. Si c'est apparent, tu ne peux pas me poursuivre. Il faut que ça soit réellement caché. Donc, je reprends les éléments. Important, inconnu de l'acheteur, réellement caché par opposition à apparent. Et enfin, le dernier, c'est quoi? Existant au moment de la transaction. Existant au moment de la transaction. Ça, c'est un fardeau qui incombe à l'acheteur de faire la démonstration que ce problème-là existait au moment de la transaction. Ça va? Évidemment, si j'ai acheté la maison, puis un mois après, je m'aperçois qu'il y a des odeurs, je lève le plancher, j'ouvre ça, c'est tout humide, c'est tout moisi, c'est caché. À l'hiver, on ne peut pas le voir, il n'y avait pas d'odeur, c'était pas mou, c'était pas si, tout ça. Est-ce que j'ai un recours contre le vendeur? Oui. Puis on peut prouver que le bois était pourri depuis. Je vais prendre des photos, je vais faire venir un témoin expert qui va dire ça. La cause de ça, c'était ça. Puis ça existait depuis longtemps parce que les clous sont tout rouillés ou il y a ci ou ça. Comprenez-vous? Là, important, inconnu de l'acheteur, caché par opposition à l'état apparent et existant au moment de la transaction. Si je me réveille 5 ans plus tard, puis j'ai un problème, puis là, je décide de poursuivre le vendeur, j'ai encore l'obligation de prouver que ce problème-là existait au moment de la transaction. OK? Là, ça peut être plus difficile. Ça peut être pas mal plus difficile de prouver ça. Parce que là, il faut que tu retournes dans le temps et tu prouves que ce problème-là, il existait. Il existe des situations, des cheminées non conformes, des situations comme ça où on pourrait peut-être dire, écoute, le problème existait à ce moment-là, il n'a pas été déclaré ou quoi que ce soit. Encore une fois, l'inspecteur en bâtiment est là pour découvrir des vices apparents, pas des vices cachés. OK? La garantie légale, c'est la garantie contre l'éviction, la garantie du titre et la garantie de qualité, qui est la garantie contre le recours contre les défauts cachés. Ça va? J'ai senti le besoin de mettre la table là-dessus parce que c'est des notions fondamentales. Encore une fois, je reviens, à chaque fois que vous asseyez avec un vendeur, un bon courtier inscripteur va dire, vous avez le droit d'exiger que cette transaction-là se fasse et exiger de l'acheteur qu'il abandonne son recours contre vous advenant à la découverte d'un défaut caché. Évidemment, mon ami l'avocat n'achètera pas cette maison-là. Lui, il est catégorique. Si vous m'opposez cette obligation-là, je ne l'achète pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait réagir comme ça. Ça baisse aussi la valeur de la propriété. Évidemment, je vais dire au vendeur, il y a des fortes chances que vous n'aurez pas le même prix. Mais, encore une fois, si c'est ma mère qui a 85 ans, ma mère, là, elle ne veut pas qu'un huissier sonne à la porte, hein, puis qu'il envoie un bref de poursuite à des ci, des ça. Elle ne veut pas ça. Ma mère, ça va faire mourir, ça fait ça. Fait que sa tranquillité d'esprit, elle est tellement importante que je dis, on va vendre moins cher, mais on va vendre, tu vas avoir la paix, la tranquillité d'esprit. Si vous vendez pour une succession, ils sont 6 à se partager 300 000 $, 50 000 $ chacun. Je peux vous dire que le meilleur conseil qu'ils peuvent leur faire, c'est vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Pourquoi? Parce que on distribue l'argent, puis là, vous ne voulez pas appeler l'héritier, là. Hey, ta corvette que tu as achetée avec le 50 000, là, vends-la là, parce que tu te fais poursuivre, puis ramène de l'argent. Ils ne veulent pas ça, tu sais. C'est ça. Mais vous devez aborder ça. Puis je vais vous dire, je me ramasse dans certaines transactions, les courtiers m'appellent, puis je fais parler de courtier, puis là, je m'aperçois qu'on a un vendeur qui a 75, 80, 85 ans. Je dis, la garantie légale, le recours, la garantie de qualité, on n'a pas abordé. Je dis, ouais. Moi, ça m'allume une cloche, tu sais. Hey, ton rôle de conseil avec le vendeur, là, c'est ça. Évidemment, il y a peut-être des vendeurs, on l'a abordé, puis le vendeur, de façon consciente, a dit non, moi, pas de problème, je la connais, ma maison, je suis solide ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas une réponse qui a du bon sens, là, mais je l'ai bien entretenu, tout ça, parce que vous comprenez qu'il cautionne des bombes à retardement. Il a beau connaître sa maison, est-ce qu'il est capable de garantir que dans les murs, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de bébite, il n'y a pas de. Tu sais, mais en tout cas, c'est pour lui. Hein, c'est pour lui. Mais je vais vous dire, moi, rendu à 75 ans, là, je vais m'asseoir et on va avoir une bonne discussion. On a une bonne discussion, puis soit les 10 ans, puis soit les 5 ans, peut-être, dépendamment du genre de personne qu'on a. Monoparentale, une dame seule, ci puis ça. Je vais l'avoir, cette discussion-là. Je vais l'avoir avec du monde de 40 ans aussi, mais je vais peut-être leur faire des recommandations. Tu sais. C'est ça. Mais, donc, est-ce qu'il y a des circonstances où on devrait acheter sans inspection? Non. Mais là, je veux juste vous ramener sur le terrain des vaches. Là. Il y a des courtiers d'immeubles là, qui disent à leurs clients, « Ah, inspection, c'est 500 $, casse-toi pas la tête avec ça. Tu te sens bien avec la maison, regarde, elle est saine, ta maison-là, quoi que ce soit. » Ça, c'est un sacrilège faire ça. C'est un sacrilège.
Puis regardez bien, là, vous allez vous retrouver dans des circonstances où vous accompagnez l'acheteur, là, et l'acheteur rentre dans la maison, puis il y a un coup de cœur. Il dit « Oh, je la veux, je l'aime, va me la chercher, qu'est-ce qu'on fait? Je la veux, je la veux. » Puis ça donne que vous êtes en compétition avec 2 autres acheteurs dans cette transaction-là. OK? Le réflexe du courtier d'immeuble, c'est... Puis là, tu as un acheteur qui te dit « Va me la chercher, je la veux. Qu'est-ce qu'on fait? » Hein? Aucune condition. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donne-moi le prix le plus élevé possible, donne-moi un beau dépôt, un acompte important, puis ne mets pas de conditions. Je veux dire, tu sais, ben, le financement en a besoin. On va mettre un délai bien court pour le financement, c'est ça. Tu as été préqualifié, ouais, OK, parfait. Puis l'inspection, mets pas d'inspection, moi, ça va me donner. Tu veux que je t'aide, là? Moi, je suis le courtier d'immeuble qui parle à cet acheteur-là. OK? Puis si je suis pas professionnel, je vais dire à l'acheteur, tu veux que je t'aide, là, pour avoir la maison, tu es sérieux, là? Mais regarde bien, là. Hein? On va mettre le moins de conditions possible, c'est des irritants. Moi, j'ai 2 autres promesses d'achat qu'on va mettre devant le vendeur. Là, il faut que la tienne, elle passe. Là, OK? Fait qu'il faut que ton prix soit le total, puis il faut qu'on fasse ci. Très, très, très souvent, hein, une des choses qui saute, c'est la clause d'inspection. Est-ce qu'elle devrait sauter l'inspection? Non. Elle ne devrait pas sauter l'inspection. OK? Hein? C'est bien? Vous chiffrez ça à combien? Cette clause-là, OK. je ne sais pas en pourcentage de valeur. Ça varie. Je vais t'expliquer. Écoute, il y a des cas, là, moi je peux te dire, des reprises de finances sur le plateau Mont-Royal, c'est rare que ça arrivait, là, mais ou sur le plateau Mont-Royal, pas des reprises de finances. Là. Quand le marché était très, très hot, là, le vendeur, là, de fin pratique, il y avait des acheteurs en ligne pour les acheter. Lui, il dit parfait. Il demandait le total au niveau du prix, puis il disait vendre sans garantie égale au risque et péril de l'acheteur. Puis je peux te dire que le monde payait le total, payait plus cher. Les reprises de finances, c'est aberrant. Les reprises de finances, c'est des poubelles. Je peux vous dire, quand la banque reprend une clé, là, c'est parce que c'est quelqu'un de négligent qui. Puis il y a toutes sortes de bombes à retardement dans une maison comme ça, puis ça a peut-être été mal fait. Les acheteurs sont en ligne l'acheter, puis ils font sauter les conditions d'inspection. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Il y a quelqu'un qui n'a pas parlé à cet acheteur-là. Il y a quelqu'un comme courtier d'immeuble qui n'a pas fait sa job de dire à l'acheteur. Fait que j'ai de la misère à le quantifier. Il y a certaines circonstances où, finalement, tu n'es pas pénalisé comme vendeur, puis il y a d'autres circonstances où tu vas être pénalisé de peut-être 5, 10, 15 Je ne suis pas capable de le quantifier comme tel. Ça dépend des circonstances. Dans un marché où les rapports de force entre acheteurs et vendeurs sont débalancés, favorables aux vendeurs, le vendeur peut, à fin pratique, faire la pluie de beau temps. Il peut exiger que c'est ça. Il y a du monde qui n'embarqueront pas dedans, comme mon ami l'avocat n'embarquera pas dedans, mais je peux vous dire qu'il y a des acheteurs qui vont embarquer là-dedans. OK? Puis vous savez comment fonctionne la clause B2.4. La clause B2.4, elle exige à l'acheteur de... On l'a regardé, il faut que ça prenne un élément susceptible de façon significative d'annuler la valeur. Il faut qu'il remette le rapport au vendeur à l'intérieur du délai plus 4 jours, et c'est ça. Fait que quand un acheteur ne veut plus acheter d'une propriété suite à l'inspection, si on utilise la clause B2.4, il doit remettre ce document-là au vendeur. Je peux vous dire que le vendeur, là, des fois, il ne la trouve pas drôle, celle-là, parce qu'il se ramasse avec un rapport d'inspection qui est accablant. Okay, qui est accablant. On vient de découvrir des nouveaux éléments dont on ne connaissait pas l'existence. Là, le vendeur te regarde et il dit « Comment on va faire vendre ma maison? C'est l'enfer. J'aurais préféré ne pas savoir ça. » Là, parce que tout ce que l'acheteur connaît, tout ce que le vendeur connaît, ça lui appartient, il faut qu'il divulgue. Hein, parce que ramenez-vous à la première des déclarations du vendeur. Le vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucun facteur susceptible de façon significative d'enlever la valeur, d'en augmenter les dépenses, d'en diminuer les revenus. Fait que quand on lui donne un rapport qui a 6 points, qui sont des éléments, il doit prendre ça en considération. Il ne peut plus ignorer ça. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai vu des inspections qui ont démoli une maison, puis le pauvre vendeur, il dit plus vendable. Plus vendable. Puis je peux vous dire par expérience, là, il est démoralisé, puis tout ça. Puis là, on continue de vendre la maison, il y a un acheteur qui se présente. On est très transparent. On est super transparent. On dit, écoutez, monsieur l'acheteur, juste vous dire, dans cette maison-là, voici la DV. Et voici le rapport d'inspection. Il y a eu un premier acheteur qui s'est soustrait à ses obligations d'acheter suite à une inspection. Et voici le rapport d'inspection. Vous pouvez nous signer un accusé de réception comme quoi vous l'avez. Prenez le temps de regarder ça. L'acheteur, il regarde ça. Oh, ouais, c'est pas super. Non, moi, regarde, mon beau-frère travaille dans la construction. On a regardé ça avec lui hier soir, là, puis ça allait pas pire. Puis, allez vous faire inspecter. Ah, non, moi, je ne faut pas inspecter. Mon beau-frère va venir, il va regarder ça, là, puis il va me dire si c'est bon, quoi que ce soit. Ça se passe de même. Autrement dit, par expérience, j'ai vu des maisons qui avaient été démolies par un inspecteur en bâtiment. Le vendeur croyait qu'elle n'était pas vendable, puis tu trouves un autre acheteur. Puis je te dis pas là, qu'on l'a endormi. Là. Il était un adulte vacciné, conscient. Non, on ne veut pas d'inspection. On ne veut pas sûr. T'es sûr, là? T'es ici? Évidemment, si c'était mon client, là, puis c'était mon beau-frère, là,
J'ai dit, non, regarde, on va en mettre une clause d'inspection. Là. Tu sais pas de quoi tu parles. Ça n'a pas de bon sens ce que tu es en train de faire là, comme tel. C'est ça. Mais quotidiennement, il y a du monde qui achète, puis laisse tomber la clause d'inspection. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous m'avez suivi? Là? J'ai été profond, là, tout ça, mais je vous dis, ça fait partie des responsabilités que vous avez. Dans le fond, ce que je vous dis, c'est que votre rôle conseil, que ce soit à l'inspection, que ce soit à la fosse septique, que ce soit à l'eau potable, que ce soit il est bien important. Il est bien, bien important. Puis c'est là qu'on fait sortir. Puis dans certains cas, vous allez dire à l'acheteur, regarde, puis il y a un coup de cœur. Vous allez dire à l'acheteur, tu veux mon conseil? Achète-la pas, celle-là. Puis là, il y a de la peine, elle pleure, achète-la pas. Moi, honnêtement, regarde, en bout de ligne, tu prends la décision. Si tu me demandes mon conseil, là, j'achèterai pas ça. Il y a des gros problèmes majeurs. Ça va coûter tant, le vendeur n'est pas prêt à baisser, ou tu n'as pas le goût de t'embarquer dans des travaux de même, moi t'en trouver un autre. Et puis, je peux vous dire qu'il l'apprécie éventuellement. Tu en trouves un autre, puis des fois, ils disent « Ah, c'est un peu comme ta première blonde, tu en trouves vraiment un autre pareil. » Mais je peux te dire qu'on en trouve des autres maisons. Tu en trouves des autres maisons, puis à un moment donné, il doit oublier celle-là, puis tout ça. Là. Ah non, écoute, j'en trouverai jamais une pareille comme ça. Regarde, viens-t'en. Là, on fouille, puis on en trouve. Fait que, le libellé de la courte phrase à écrire lorsque, malgré votre recommandation, l'acheteur a choisi de ne pas faire inspecter. L'acheteur a choisi. Moi, ce que je dis, c'est que l'acheteur a... Je ne mets pas. Malgré mes nombreuses recommandations, l'acheteur n'a rien compris et a choisi de ne pas faire inspecter. Je n'irai pas aussi loin que ça. Je ne veux pas qu'il se sente mal. Mais je vais tout simplement écrire l'acheteur a choisi de ne pas faire inspecter l'immeuble. OK? Je vais l'écrire. Moi, je veux qu'il soit. Laisser des traces à l'effet que j'ai fait cette recommandation-là. Bon, de toute façon, avec la nouvelle formule, avec le nouveau formulaire. Là. Il est là. Oui, c'est ça. Avec le nouveau formulaire, tu as raison. Révision de la clause B2.4. La clause B2.4, puis la nouvelle clause dans la nouvelle... Parce que vous savez que la B2.4, c'est une clause optionnelle dans l'annexe B, mais avec les nouveaux formulaires, elle est incorporée dans la promesse d'achat. C'est la clause 8 de la promesse d'achat. Elle est là, et essentiellement, comme Marcel dit, il choisit de faire inspecter ou de ne pas faire inspecter, puis il coche. Fait que c'est tout à fait conscient à ce moment-là. Il s'est vu. Le libellé, la clause B2.4 ou la nouvelle clause, à toute fin pratique, elle est pareille. Il y a une seule différence, c'est que dans la nouvelle clause, on dit que l'acheteur a le droit de choisir la personne, l'inspecteur est choisi par l'acheteur. Et dans la clause existante, qui a une durée de vie d'encore, 15 jours? 15 jours, fait que, elle dit que ça prend un expert en bâtiment. L'ancienne clause, la clause B2.4 actuelle, définit le genre de personne qui rentre. Donc, c'est déjà une limitation qui est imposée à l'acheteur. Tu peux prendre n'importe qui, mais il faut que ce soit un expert en bâtiment. Alors que dans la nouvelle clause, on ne dit plus expert en bâtiment, on dit un inspecteur en bâtiment ou un professionnel. Inspecteur en bâtiment, je vous dis, c'est le seul professionnel qui n'est pas encadré. C'est le seul. Les autres le sont tous. Mais inspecteur en bâtiment, n'importe qui sur la planète peut aller chez l'imprimeur, se faire imprimer des cartes d'affaires et dire inspecteur en bâtiment. Il n'y a pas de norme. Il y a des associations à adhésion volontaire. L'AIBQ, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, puis il y en a d'autres, mais ce n'est pas des associations obligatoires. Ici, vous vous appelez courtier d'immeuble. Vous êtes courtier d'immeuble parce que vous faites partie d'une association dont l'adhésion est obligatoire. Et tu n'as pas le droit d'utiliser un titre courtier immobilier si tu n'as pas les compétences, tu n'as pas passé le permis, tu n'es pas membre de l'OACIQ. Alors qu'un inspecteur en bâtiment, c'est pas ça. Le notaire doit être membre d'un ordre, l'arpenteur doit être l'évaluateur doit être membre d'un ordre, le démarcheur hypothécaire fait partie, il a soit un permis comme vous autres, puis il est rattaché à une institution financière. Le seul professionnel qui intervient dans une transaction qui n'est pas encadrée, c'est l'inspecteur en bâtiment. Et là, on vient de dire que l'inspection en bâtiment se recommande tout le temps. C'est aberrant, hein? Oui. Est-ce que c'est appelé à changer, ça? Il y a beaucoup de représentations qui ont été faites. Mais le gouvernement, c'est parce que, écoute, il y a peut-être 1000 inspecteurs en bâtiment au Québec. OK? Commencer à faire une loi pour encadrer ça, c'est beaucoup de bureaucratie, c'est beaucoup de ci, beaucoup de ça. Puis le gouvernement est déchiré entre le fait que, écoute, une loi pour encadrer ça, oui, on reconnaît que c'est important, mais on veut-tu s'investir à faire ça? Je vais vous dire ce qui va faire bouger le gouvernement, c'est des émissions comme La Facture au JE, où c'est la première page du Journal de Montréal. Pauvre madame, elle a pris un inspecteur incompétent, puis voici, elle a perdu sa maison, quoi que ce soit. À un moment donné, le législateur va avoir tellement de pression sociale sur le gouvernement que là, il va bouger, là. Mais oui, ça devrait. C'est-à-dire qu'on peut pallier à ça jusqu'à un certain point, dans le sens que
vous devriez recommander à votre acheteur de choisir un inspecteur en bâtiment qui a une assurance responsabilité professionnelle, qui travaille selon les normes de l'OACQ puis de l'AIBQ. Les normes, vous les connaissez, ils sont là, vous les avez dans votre document, ils sont là. Et ça, c'est la façon de procéder à une inspection et qui remet un rapport écrit puis qui fait tout ça. Mais votre acheteur peut choisir le beau frère, s'il veut. Une assurance responsabilité professionnelle aussi. Oui, absolument. Absolument, absolument. Parce que vous réalisez une chose. Pourquoi vous prenez un inspecteur en bâtiment pour découvrir quoi? Les vices apparents. Apparent. Vous emménagez dans la maison, puis il y a un vice qui a manqué. Puis la conséquence, c'est 50 000 $. OK? Puis c'est clair que ce n'est pas un vice caché, c'est un vice apparent. Là, si vous avez pris un inspecteur, il faut qu'il soit solvable et trouvable. Parce que là, vous allez poursuivre. S'il est insolvable ou il est introuvable, oubliez ça. C'est ça. Il y a des inspecteurs en bâtiment qui, dans leur rapport, puis la convention qu'ils font signer, dit votre recours contre moi se limite, c'est dit dans un mot un peu noyé, là, se limite au montant de la facture que vous allez me payer. Fait que ça veut dire que tu peux le poursuivre pour 400 $, that's it. OK? Puis, il y a des inspecteurs. Là. Moi, j'ai catégoriquement monté sur une tribune, j'ai dit à mes courtiers, vous n'avez pas le droit d'utiliser cet inspecteur-là. Il n'est pas assuré. Puis j'ai dit à cet inspecteur-là, maudit bon gars, j'ai dit, fais-toi couvrir. Fais-toi, ah oui, c'est ça. Puis, regarde, c'était. À un moment donné, j'ai dit, non, regarde, oublie ça. Hein? C'est ça. Parce qu'il prend un inspecteur en bâtiment. En bout de ligne, on trouve un problème de 50 000 $. Il veut poursuivre quelqu'un sur la planète. La seule personne qui peut poursuivre, c'est l'inspecteur, mais l'inspecteur est insolvable, introuvable. Très, 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 très important. Et votre rôle conseil encore, de prendre l'acheteur et tout ça. Voyez-vous comment c'est important, là? L'acheteur qui décide de faire des transactions immobilières tout seul, sans être accompagné par un véritable professionnel, il s'en va dans une jungle dont il ne connaît absolument rien. OK? Puis le vendeur, c'est la même affaire. Le vendeur a VPP, là, il ne sait absolument pas dans quoi ce qu'il s'embarque. Hein? Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il dise, hey, attends un peu, là. Hein? Sais-tu ce que tu es en train de faire, là? Sais-tu les risques que tu prends? Sais-tu quels sont les recours? Ces choses-là. Vous savez, le meilleur argument que vous pouvez donner à un vendeur, un AVPP, hein? Un des meilleurs arguments que vous pouvez donner à un AVPP pour le convaincre d'utiliser vos services, c'est quoi? Hein? C'est le risque de se faire poursuivre. Vous êtes capable de la vendre, votre maison. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable de vous rendre chez le notaire, de peine et de misère. Mais je peux-tu vous dire une chose, là? Hein? L'expérience a démontré que les vendeurs qui essaient de vendre eux-mêmes, ils ne déclarent pas tout, ils ne font pas de divulgation, ils ne font pas ci. Puis, premièrement, ils vendent à des acheteurs qui sont des requins. Puis, voulez-vous faire poursuivre vraiment? Voulez-vous faire poursuivre pour un montant qui va être bien plus que 6 % de commission? Hein? Puis, de toute façon, moi, je vais maximiser votre prix de vente. La commission ne coûte absolument rien parce que je suis capable d'aller chercher bien plus d'argent que vous là-dedans. Mais êtes-vous consciente là, que là, vous vivez avec un épée de Damoclès au-dessus de votre tête, le risque de poursuite, là, alors que moi, je peux le minimiser. Je ne peux pas vous garantir que je vais l'éliminer complètement. Hein? On peut essayer. Si vous avez 85 ans, on va vendre sans garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. On va faire ça, on va faire ça, on va vous aider là-dedans. Mais je vous dis, jouez la carte du risque de poursuite. Ça, c'est une carte qui a énormément d'importance sur l'acheteur. Le vendeur. Le vendeur, là, il est là. Ouais. Je pense que je suis capable de la faire tout seul, la job. Mais je suis capable de la faire tout seul, la job, mais je ne veux pas qu'un huissier vienne sonner à ma porte et qu'il me poursuive par après. OK? C'est ça. Ouais. La IBQ a fait des démarches depuis 2 ans pour intégrer les inspecteurs à l'ordre des technologues. Ça a pas, on a eu le jugement, on a eu la décision de l'ordre des technologues il y a à peu près 2 mois, comme de quoi ils reculaient. Hein? Ah ouais. Puis la raison principale, c'est qu'à l'intérieur des 1000 inspecteurs, même s'ils sont tous ceux qui sont membres d'une association ont des assurances responsabilités, mais ce qui fait qu'ils ne veulent pas les incorporer dans un ordre professionnel, c'est qu'il y a trop de disparités au niveau de la formation. Parce que parmi les inspecteurs, tu as des technologues, tu as des architectes, tu as des ingénieurs, mais tu as plein de personnes qui ont fait un petit cours au cégep ou qui ont des anciens d'entrepreneurs en construction ou qui se sont construits 2-3 maisons puis qui là se pensent qu'ils sont des spécialistes. Fait que c'est à cause de ça que l'ordre des technologues a dit non, on recule, on n'accepte pas là, que vous entriez dans notre ordre. C'est une patate chaude. Hein? Mais au moins, si les agents recommandaient vraiment puis s'assuraient vraiment que l'inspecteur a une assurance erreur et omission,
bien déjà, ça limite les dommages parce que souvent, quand tu laisses ton acheteur choisir lui-même sans le conseiller un inspecteur qui a une assurance, l'acheteur, il voit pas cette importance-là. Fait que l'acheteur, lui, il téléphone puis il te demande ton prix. Ouais. Fait que magasine le prix. il magasine Fait que le prix. Fait que c'est important. Donc, c'est à ce moment-là que moi, comme intervenant, je leur explique, magasinez pas juste le prix. C'est sûr que vous allez en trouver des moins chers que nous autres si vous magasinez juste le prix, mais vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça. Tu sais, il y a toutes sortes d'éléments, mais l'acheteur ne le sait pas, puis l'agent n'a pas pris la peine de l'expliquer à son client, à son acheteur. Fait que l'acheteur, lui, il est comme pas... Il essaye de sauver 100$, 150$, mais il ne sait pas la portée de son geste. Carole, toi, es-tu dans le domaine de l'inspection? Oui. Oui? Oui. Moi, je savais... Maintenant, ou tu l'étais, ou tu l'es maintenant? Ou... Ben, depuis que je ne fais plus d'immeuble à plein temps, oui. Je suis gestionnaire d'une compagnie d'inspection de bâtiments. Okay. Mais l'inspecteur, c'est un architecte. Oui, OK. Fait que... Puis moi, je suis dans le développement de la IBQ depuis le début. Okay. Fait que j'ai vu tout le processus, puis tous ceux qui sont entrés dans l'association, puis tout le cheminement qui s'est fait. Mais ce que je trouve aberrant, c'est à quel point, encore aujourd'hui, les courtiers informent mal, donnent de mauvaises informations aux acheteurs. Les acheteurs qui nous appellent puis qui disent « ben là, moi, je veux avoir une bonne inspection pour découvrir les vis cachées. » Non, t'as pas compris. L'inspecteur, son rôle, c'est pas de découvrir les vis cachées, c'est de découvrir les vis apparentes. Ah, ben mon agent, il m'a dit que l'inspecteur trouverait toutes les vis. Non, c'est pas de même, ça marche. Mais je pense qu'il y a un rôle d'éducation de la part des courtiers qui n'est pas fait. Tout à fait. Puis je regarde sur ta feuille un peu plus bas où c'est marqué, c'est le client qui embauche et qui paie l'inspecteur, jamais l'agent. C'est quelque chose qu'on se fait dire depuis 10 ans. C'est pas aux agents de faire des chèques à l'inspecteur, jamais. Et ça se fait encore sur une base régulière. Régulière, là. Moi, c'est même des agents qui appellent pour prendre les rendez-vous puis qui disent « Ah ben moi, je veux que tu m'envoies le rapport parce que c'est moi qui paye. » Ben, je suis désolée, c'est peut-être toi qui paye, mais moi, j'ai pas à t'envoyer ton rapport à toi parce que tu payes. L'acheteur, c'est pas toi. Fait que il y a quelque chose là qui est vraiment pas encore compris malgré toute l'information qu'on reçoit. Voyez-vous l'importance d'être compétent dans notre domaine, parce que là, vous l'entendez, là, je vous l'ai dit, puis là, vous l'entendez de quelqu'un qui est sur le terrain, qui finalement côtoie des courtiers qui carrément n'ont pas compris. Hein? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on respecte les cartes, que le client a une assurance, qui suit une norme? L'AIBQ. L'AIBQ, pour être membre de l'AIBQ, tu ne peux pas être membre de l'AIBQ si tu ne peux pas prouver que tu as une assurance responsabilité, erreur et omission de 2 millions. Ça, c'est... Puis même au renouvellement, à chaque année, du jour où la date de ton renouvellement arrive, on reçoit un courriel et si on n'a pas envoyé la preuve de notre renouvellement d'assurance erreur et omission, le lendemain, tu n'es plus sur le site web de l'AIBQ. Tu es retiré systématiquement, automatiquement. Fait que dès que vous recommandez, si vous ne voulez pas recommander des personnes en particulier, recommandez-leur l'AIBQ. Et ça, ils vont faire leurs recherches eux-mêmes, ils vont faire leur téléphone eux-mêmes. Puis là, c'est marqué, est-ce que la personne est ingénieure, c'est architecte. S'il n'y a pas de... Si c'est pas marqué technologue, ingénieur ou architecte, bien là, les autres n'ont pas la même formation. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui a décidé de devenir inspecteur. Fait que si tu es membre de l'AIBQ, tu es sûr que l'inspecteur a une assurance de 2 millions, tu es sûr qu'il utilise un contrat de service reconnu par l'OACIQ et par l'AIBQ, tu es sûr qu'il est obligé d'appliquer la norme de pratique. Il fait un rapport aussi. Puis qui fait un rapport. Mais ça, au niveau du rapport, c'est pas encore clair, là. Ils n'ont pas l'obligation d'utiliser un modèle de rapport. Fait qu'il y a des grosses compagnies là, comme Amerispec ou des choses comme ça qui, eux, arrivent, ils t'émettent un rapport, mais c'est un rapport qui est tout fait d'avance,
puis où il y a juste des petits carrés, puis là, l'inspecteur fait un crochet comme de quoi il a vu ça, il a vu ci, il a vu ça. Puis c'est fait en 4 copies, puis là, à la fin du rapport, à la fin de l'inspection, il te remet ça. Mais c'est pas détaillé, c'est pas explicatif, c'est pas narratif, c'est pas supporté par les photos. Fait que, mais ça coûte moins cher. Ça revient Pour appuyer, capable pour appuyer Carole, c'est Carole? Oui. Oui. Pour appuyer Carole, l'OACQ a statué dans la dernière année là, que si l'inspecteur est membre de l'AIBQ, il rencontre toutes les normes de l'OACQ. Fait que On dit pas que tu vas aller en chercher ailleurs. ouais, c'est que tu peux même poser la question là, as-tu ton assurance, c'est ça. S'il est membre de l'AIBQ, l'OACQ a statué que l'AIBQ fait ses devoirs et que cette personne-là a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire l'inspection. En termes d'assurance, là, puis il rencontre les normes. C'est bien. Seriez-vous capable d'avancer un petit chiffre, genre quel pourcentage des AVPP qui reçoivent une mise en demeure? 1 sur 4, 1 sur 5? Non, je ne suis pas capable. Mais moi, je peux vous dire le nombre de mises en demeure qu'on reçoit à titre d'inspecteur, inspecteur qualifié, inspecteur depuis 20 ans, architecte depuis 30 ans, avec les assurances responsabilités et tout. Nous, à notre bureau, on reçoit environ 3 à 4 mises en demeure par année. Ça va probablement, il va peut-être en avoir 1 sur 4 qui va se rendre jusqu'à devoir se défendre parce que les acheteurs envoient des mises en demeure pour tout puis pour rien. C'est correct. Moi, c'était vraiment, ma question, c'était un AVPP. Oui, mais si malgré le fait que tu as eu une inspection, tu reçois quand même comme inspecteur 3-4 mises en demeure, j'imagine bien que les AVPP où il n'y a pas eu d'inspection ou que c'est mon oncle Jacques qui a fait l'inspection, il doit y en avoir une méchante gang qui se font poursuivre. Puis comme tu dis, Carole, c'est que, vous savez, notre consommateur québécois, puis vous en êtes, on évite sa gâchette. Hein? C'est-à-dire, quand ça ne va pas, là, le gouvernement nous a donné toutes sortes de beaux outils qu'on peut utiliser pour poursuivre, puis tout ça. Et ça, c'est une réalité québécoise, c'est une réalité nord-américaine jusqu'à un certain point. Et le consommateur prétend qu'il y a des recours sur à peu près tout. Là. Et je reviens à l'ADV, parce que l'ADV, elle est intrinsèquement reliée à ça. Hein. L'ADV, je vous reprends, la première des déclarations du vendeur au niveau du contrat de courtage, la première des déclarations du vendeur au niveau de la promesse d'achat, elle dit que le vendeur déclare n'avoir connaissance d'aucun facteur susceptible de façon significative d'induire la valeur, augmenter les dépenses, diminuer les revenus. L'ADV, là, c'est tout simplement un document qui aide le vendeur à s'acquitter de cette responsabilité-là, de cette déclaration-là. C'est ça et rien de plus que ça. Mais c'est à 4 pages. Puis là, on aide, c'est un checklist, un aide-mémoire qui aide le vendeur à ne pas oublier rien. OK? Tout ça. Et l'ADV, elle se vend de la façon suivante. Pour le vendeur, évidemment, monsieur le vendeur, tout ce que l'acheteur connaît avant de passer chez le notaire, ça lui appartient. Il ne peut pas l'utiliser contre vous pour vous poursuivre. Autrement dit, monsieur le vendeur, je veux juste que vous compreniez, là, plus qu'on en dit, plus qu'on est transparent, plus qu'on donne l'heure juste, après ça, c'est ça. Puis je peux vous dire que c'est clair, moi j'étais président du conseil d'administration de la CAIC dans le temps, puis la frustration qu'on entendait de certains vendeurs, des vendeurs, je suis en tabarouette parce que j'ai payé 10 000, 15 000, 20 000 $ à un courtier d'immeuble pour avoir un professionnel qui va m'accompagner là-dedans, qui va m'aider, puis tout ça, puis je me fais poursuivre aujourd'hui. Puis ils ne comprenaient pas, là. Ils pensaient que l'utilisation d'un professionnel d'immobilier, un courtier d'immeuble, c'était une garantie absolue qu'il ne se ferait jamais poursuivre. Vous comprenez que vous et moi, on n'est pas capable de découvrir des défauts cachés, et que lui, s'il a vendu avec la garantie des défauts cachés, en bout de ligne, il va se faire poursuivre. Si c'est un défaut caché, puis je peux vous dire que l'acheteur qui se lève avec un problème, il va aller voir un avocat, puis l'avocat va dire, regarde, poursuis le vendeur, poursuis l'inspecteur, si tu en as un, si tu n'en as pas, poursuis le vendeur, on va aller en cours, on va dire que c'est un défaut caché, même si ça n'en est pas un, puis on va essayer de le plaider, quoi que ce soit. Mais les vendeurs émettaient beaucoup de frustration au fait qu'ils ont pris un professionnel de l'immobilier, et puis ils se font poursuivre aujourd'hui, OK? Après avoir donné une grosse commission. Et ça devrait être l'argument numéro 1 que je ramènerais à un vendeur, dire, regarde, tu ne veux pas te faire poursuivre, là? Hein? Une des raisons,
Donne-leur juste au complet. Après ça, évidemment, es-tu prête à cautionner pour des problèmes dont tu ne connais pas l'existence, qui seraient importants, inconnus de l'acheteur, cachés, et existants au moment de la transaction? Es-tu prête à faire ça? Non? Bien, parfait, on va vendre sans la garantie de qualité. Là, je suis en train de te blinder. Ton prix va peut-être baisser un peu, mais si tu veux une tranquillité d'esprit, là, on va l'avoir. Là, après ça, là, je te dis qu'on est pas mal plus solide, puis les chances que mon vendeur se fasse poursuivre sont assez limitées. On complète une DV, on donne leur juste, puis après ça, s'il ne veut pas qu'un huissier sonne à la porte pour envoyer une mise en demeure, poursuite contre défaut caché, il n'en veut pas, on va le vendre sans la garantie légale, au risque et péril de l'acheteur. Ça fait partie des responsabilités que vous avez. Ça, c'est fait le discours que vous deviez aborder avec un vendeur. C'est qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est ça, exactement les enjeux. Donc, la DV pour le vendeur, c'est une protection. Ça se vend très bien. Pour l'acheteur, c'est quoi? Hein? L'acheteur, lui, quand il achète, je vais vous dire, là, il dit, regarde, moi, je suis un adulte, vacciné, grande personne, je suis capable de prendre mes décisions. Dites-moi tout sur la propriété, puis je vais décider, moi, si je la veux, puis je la veux pas, puis je vais décider quel prix je vais payer pour la propriété. C'est ça, OK? C'est ça que l'acheteur, lui, il dit, OK? L'acheteur, il dit, regarde, je suis capable de prendre mes décisions. Cachez-moi rien. Je ne veux pas apprendre que cette maison-là a fait l'objet de culture de cannabis par mes voisins. Je ne veux pas apprendre que cette maison-là, il y a eu un suicide, il y a eu une mort violente dedans par mes voisins. Je ne veux pas apprendre ci, je ne veux pas apprendre ça. Je veux tout savoir. OK? Donc, l'acheteur, lui, ce qu'il dit, c'est donne-moi l'heure juste là-dessus, puis je prendrai mes décisions. Fait, encore une fois, l'argument pour l'acheteur, c'est regarde, tu l'as, l'acheteur, tu as l'heure juste à ce niveau-là. Puis évidemment, la DV pour le courtier d'immeuble, c'est une protection énorme. Énorme. Évidemment, aujourd'hui, à partir du 1er juillet, la DV, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, mais vous allez peut-être vous retrouver avec un juge qui décide que, en matière de responsabilité, moi j'ai été juge trop longtemps, je veux pas, j'ai entendu ça. Les juges, non, ça me compromet, moi je ne complète pas ça. Tu sais, je ne complète pas ça. Ou j'ai eu un policier qui a dit non, moi de faire le même, là, je ne complète pas ça. Ça vient de cette tête. Tu sais. Là, vous avez une décision à prendre parce qu'on vous demande de vous avancer à faire la mise en marché d'une propriété où on soupçonne que des fois le vendeur voudrait peut-être nous cacher des choses, ou d'après ci ou ça. Évidemment, si le vendeur n'a jamais habité à la maison, il va compléter à DV. Mais il va dire, je ne connais pas, jamais vu, ignorant, je ne sais rien. C'est ça. La compagnie de reprise de finances qui a repris une maison à Saint-Calix, elle n'a aucune espèce d'idée. Soit qu'elle ne complète pas de DV, ou bien non, ça complète une DV, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne connais pas, puis c'est ça. Puis ça va être sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. C'est ça. Fait que la DV, elle a sa raison d'être. Pour protéger le vendeur, pour informer l'acheteur, protéger le courtier d'immeuble. Vous voyez qu'en inspection en bâtiment, on touche beaucoup d'éléments. Et moi, c'est important que vous soyez à l'aise avec ces notions-là. Vice caché, vice apparent, qui est responsable de qui, qu'est-ce qu'il y en est, ces choses-là. Et je reviens au cas où l'acheteur te regarde dans les yeux, il y a 2 autres promesses d'achat, il est en compétition avec ça, puis il dit, je la veux, va me la chercher. Puis la plupart des courtiers disent, fais sauter les conditions. C'est pas un bon conseil, ça. C'est pas un bon conseil. OK? Là, ce que vous voulez faire, c'est d'être capable de faire avaler au vendeur qui a 3 promesses d'achat devant lui, que votre promesse d'achat est la plus belle, puis la meilleure, puis il devrait en prendre. OK? Comment vous allez plaider ça? Si les 2 autres promesses d'achat n'ont pas de condition d'inspection, puis amènent une condition d'inspection. Un beau chèque. Hein? Un beau chèque de dépôt. Ah, évidemment, tu veux contrebalancer avec un prix peut-être plus élevé ou peut-être quelque chose. Mais présumons qu'on est tout au même prix et il n'y a pas de dépôt. Comment vous allez être capable de passer votre promesse d'achat? Qu'est-ce que vous allez dire aux vendeurs pour essayer de faire en sorte qu'ils retiennent la vôtre au lieu de l'autre? Pardon? Par les sentiments. Vas-y, parle-moi là, je suis le vendeur. Ben, les acheteurs, là, ils font une inspection, ils sont très sérieux, ils veulent avoir la maison. Ils sentent le bonheur qu'il y a eu ici, puis écoutez, ils ont 4 enfants. Je trouve que votre maison est tellement belle. Et... Ouais. J'ai même des photos de la famille, regardez, c'est eux autres qui vont acheter. Mais dans certains cas, ça marche. Peux-tu jouer la carte de poursuite, mais à l'inverse? Ben oui. C'est un peu ça. Écoutez-moi bien, là, OK? Vous êtes le vendeur, je suis le courtier. Là, je présente ma promesse d'achat, puis on vient de me dire, ou même je soupçonne que les 2 autres promesses d'achat n'ont pas de clause d'inspection. Évidemment, vous pouvez penser que les 2 autres courtiers qui se sont assis devant le vendeur, quand ils ont présenté leur promesse d'achat, on dit, monsieur le vendeur, je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce que vous avez devant vous, là. Vous avez un prix très intéressant. Financement à toute fin pratique est ficelé parce que j'ai une préautorisation. Avec rapport de crédit, on a vérifié. La seule raison pourquoi le financement ne passera pas, c'est à cause de votre maison, parce que mon client a la capacité d'acheter. C'est vérifié, ça. Et puis, je n'ai pas de clause d'inspection.
OK? Donc là, vous avez une tranquillité d'esprit, vous signez cette promesse d'achat-là, puis on s'en va chez le notaire, c'est fait. Là. Il n'y a rien qui peut empêcher votre transaction de tomber, à part l'évaluation de la maison, puis ça ne relève pas de mon acheteur. Fait que là, je l'ai plaidé. Là, moi, j'arrive avec ma promesse d'achat, puis j'ai une clause d'inspection. On peut tous s'entendre que la clause d'inspection va être d'un délai très, très court. Je vais au préalable parler à l'inspecteur en bâtiment, que mon acheteur va avoir choisi, le ou les inspecteurs, puis je vais dire, écoute, est-ce capable de faire l'inspection demain? Oui ou non? OK? Laisse-moi, je m'envoie présenter ma promesse d'achat. Si elle est acceptée, tout de suite, je te fais signe, puis je veux que tu rentres dans la maison demain. Fait que je vais mettre une clause d'inspection de 3 jours. OK? Et puis, là, évidemment, le vendeur a 2 autres promesses d'achat dans lesquelles il n'y a pas de clause d'inspection. Comment j'y fais valider ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Je vais dire, écoutez, M. le vendeur, je veux juste que vous compreniez le principe. Là. Ça se peut que vous ayez devant vous des promesses d'achat dans lesquelles il n'y a pas de clause d'inspection. La clause d'inspection, ce n'est pas juste pour le bénéfice de mon acheteur, c'est pour votre intérêt aussi. OK? Je veux juste que vous compreniez que tout ce que l'acheteur connaît avant de passer chez le notaire, ça lui appartient. Il ne peut pas s'en servir pour qu'on le poursuive. Fait que là, une inspection, ça va permettre de découvrir des choses que l'acheteur va connaître. Et une fois qu'il le connaît, on a la preuve, il ne peut pas vous poursuivre. Fait que ça, là, c'est une tranquillité d'esprit pour vous. Là. OK? Monsieur le vendeur, je veux juste que vous compreniez, là, avoir à choisir entre une promesse d'achat qui n'a pas de clause d'inspection et une promesse d'achat qui a une clause d'inspection avec un délai très court. 3 jours plus tard, cette clause-là, on le sait s'il achète ou il n'achète pas, mais c'est une protection pour vous. Est-ce que j'ai dit une fausseté ou j'ai dit quelque chose qui a du bon sens? Hein? J'ai dit une fausseté. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit une fausseté. Jusqu'à un certain point, j'ai dit une fausseté, mais j'essaie de noyer le poisson. Là. Pourquoi j'ai dit une fausseté? Parce qu'une inspection découvre quoi? Les vices apparents. Quand est-ce qu'un acheteur peut poursuivre un vendeur? C'est ça. C'est ça. Fait que le vendeur, si c'est un avocat en droit immobilier, il va me regarder et va dire, Monsieur Léger, votre clause d'inspection, là, elle me garantit, elle me protège pour rien. Là. Parce que la clause d'inspection est là pour découvrir des défauts apparents, dont je ne suis pas responsable. OK? C'est ça. Évidemment, si c'est un avocat, je vais lui dire, est-ce que vous achèteriez une maison sans clause d'inspection? Hein? Il me dirait non. Là, je vais lui dire, regarde, mon chum, c'est ça. Regarde, 3 jours. 3 jours, c'est tout, rien que ça. Hein? C'est ça. Mais je vais essayer de le plaider en essayant en disant, écoute, monsieur le vendeur, tout ce que l'acheteur connaît après l'inspection, ça lui appartient. Et donc, il ne peut pas le servir pour vous poursuivre. Comprenez que l'inspection a pour but de découvrir des défauts apparents. Et on ne peut pas poursuivre le vendeur pour des défauts apparents. L'inspection ne peut pas découvrir des défauts cachés. Mais je vais essayer de passer ça, puis je vais lui dire, regarde, c'est 3 jours. C'est 3 jours. Après 3 jours, de toute façon, puis tu as des clauses. Moi, je vais réduire mes délais, je vais mettre un délai. En tout cas, je vais essayer. Mais c'est ça, un professionnel. C'est ça, un professionnel qui accompagne un acheteur dans une transaction. Quand l'acheteur t'a dit, mets-en pas de clause d'inspection. Si c'est ma soeur, je vais lui dire, hey, on va en mettre une clause d'inspection, même si tu n'en veux pas, parce que tu ne comprends rien. Tu n'as rien compris de ce que tu es en train d'abandonner. C'est énorme ce que tu es en train d'abandonner. OK? On passe du temps là-dessus, mais je trouve ça important. Le libellé, révision de la clause B2.4. Attention, rapidement, là, je veux juste vous faire prendre conscience, que ce soit la nouvelle clause ou l'ancienne clause, si on veut se divorcer, si l'acheteur, après l'inspection, ne veut pas procéder, il y a une obligation pour lui de remettre le rapport plus une lettre. La lettre est simple, elle est adressée au vendeur. Ça n'a pas besoin d'être une émo ou quoi que ce soit. Un bout de papier écrit à main ou quoi que ce soit. Elle est adressée au vendeur. Elle fait référence à la PA et l'adresse de la propriété. Elle dit, conformément à la clause B2.4, je vous avise que j'annule la promesse d'achat. Veuillez trouver, si annexé, copie du rapport d'inspection. Okay? Ces 2 documents-là doivent être dans les mains du vendeur quand? Avant la fin du délai de 4 jours. Avant la fin du délai plus 4 jours. Preuve à l'appui. Si vous sonnez puis vous y donnez, puis lui, il ne veut pas se divorcer, parce que c'est le premier acheteur qui passe en 15 mois, puis il ne veut pas le perdre. Si je ne suis pas capable de prouver qu'on s'est divorcé, si je donne les documents, puis il ne signe pas d'accusé-réception ou quoi que ce soit, fait que vous avez une responsabilité importante de vous assurer que vous rentrez dans votre délai et que le vendeur a bel et bien reçu ces 2 documents-là. On présume que le rapport d'inspection contient des éléments susceptibles de façon significative. On n'ira pas là. OK? Bon, donc c'est ça. Et là, regardez la complicité que vous avez besoin d'avoir avec votre acheteur. On fait l'inspection, j'ai un délai d'inspection de 7 jours, plus la clause de 4 jours, donc j'ai 11 jours total. On rentre dans la maison au 4e jour. Pas de problème. En passant, c'est des jours complets, vos conditions. Donc, le jour de l'acceptation ne compte pas. Le jour 1, c'est le lendemain. Et une clause d'inspection, ça finit à 23h59, parce que c'est une journée complète. Ça va?
Donc, au jour 4, puis tous les jours comptent. Calendrier, samedi, dimanche, férié, compte tout. Jour 4, l'inspecteur rentre. On découvre des choses qui sont assez importantes. Je parle à mon acheteur, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je vais attendre le rapport. Le rapport arrive 2 jours après, je suis rendu au jour 6. J'avais 7 plus 4, 11. OK? Ça se peut qu'on fasse faire une contre-expertise. Je suis capable de rentrer l'expert dans la maison assez rapidement, oui ou non, ou j'ai-tu besoin d'une extension de délai? J'ai besoin d'une extension de délai parce que le spécialiste en fondation n'est pas disponible, il va rentrer lundi, il est à la chasse ou je ne sais pas quoi. Là, je vais demander, pendant que tout le monde sème, je vais demander une MO. Mon délai de 16 jours, je vais le ramener à 10 jours. J'ai toujours mon 4 qui s'ajoute. OK? On va faire ça. Me donner du temps. C'est ça. Et là, je vais parler à mon acheteur. Je vais dire, regarde, c'est ça. Et vous avez intérêt. Maintenant, présumons qu'on a cerné, on a circonscrit finalement quelle était l'envergure du problème, puis l'acheteur l'a vu encore. L'acheteur, c'est là que vous voyez le rôle du courtier qui travaille pour l'acheteur au lieu de travailler pour le vendeur. Je vais dire à l'acheteur, tu le vends encore? Ouais, écoute, oui, on la vend encore. Idéalement, j'aimerais ça avoir une baisse de prix de 4 000 $. C'est 10 000 $ qu'on vient de m'annoncer. OK? Tout ça. Non, il me dirait 5 000, la moitié. T'sais, il dit que je suis prêt à en prendre la moitié à ce niveau-là, c'est 10 000 $. Moi, si je représente l'acheteur, je ne dirais pas un mot. Je vais aller à la pêche. Laisse-moi faire. Laisse-moi aller, là. Mais il me dit qu'il va l'acheter pareil, même s'il n'y a pas de réduction de prix. Fait que je n'ai pas besoin de me stresser, de remettre au vendeur le rapport plus une lettre dans le délai, plus 4 jours, ding-dong. Mais s'il me dit, regarde François, si je n'ai pas une baisse de prix de 5 000 $, je t'avertis, je débarque. Moi, à ce moment-là, je prends le téléphone, que ce soit qui embarque, qui continue ou pas, je prends le téléphone, j'appelle l'inscripteur, M. Sylvain Lebrun. Écoutez, M. Lebrun, vous étiez là à l'inspection, vous avez vu, on a un problème important. J'ai discuté avec mon acheteur et on a quantifié, je vous ai même envoyé par courriel l'expertise qui fait en sorte qu'on a cerné le problème, ça coûte 10 000 $. Je vous envoie aussi le rapport d'inspection. Je n'ai pas envoyé à la lettre. Si j'envoie à la lettre, on se divorce. Mais j'envoie le rapport. J'ai le droit d'envoyer le rapport, puis là, dans ce cas-ci, j'ai une expertise. Puis vous regardez ça avec votre vendeur. Je vais vous dire, mon acheteur serait prêt à procéder avec la transaction, malgré ça. Et vous dégagez de toute responsabilité quant à ce problème-là. Il va accepter ça tel quel, moyennant une réduction de prix de 5 000 $. Maintenant, écoutez, revenez-moi rapidement. Parce que, évidemment, moi, mon acheteur, puis là, je vais lui dire, même si mon acheteur vous dit, si on n'a pas une baisse de prix, on ne procédera pas avec la transaction. J'ai envoyé ça. Peut-être que je travaille avec mon acheteur. Moi, on joue au poker. Je suis en train d'y bluffer. Il m'a dit, je vais le prendre pareil. Mais moi, j'ai dit à M. Lebrun, écoutez, si on n'a pas de baisse de prix, je vous le dis, revenez-moi rapidement, parce que moi, je n'attendrai pas à minuit moins 3 pour essayer de trouver votre vendeur, puis mettre la lettre plus le rapport. Je vais... là, j'ai fait comprendre que et ça, on ne fait pas des écrits. Le temps presse. La recommandation de l'OACQ, c'est fais ça au téléphone. Fait que Sylvain, il prend son téléphone, ou il va voir son client, puis il me rappelle, puis il dit, écoutez, M. Léger, hors de question de baisser de prix, tout ça. Ah, excusez, j'avais une autre réponse pour vous. Oui. Premièrement, mon client, il était quand même assez vieux, fait que on s'était dit que oui, on va accepter votre réduction de prix de 5 000, mais on va aussi, comme vous connaissez l'état du bâtiment et du problème, on va faire sauter la garantie légale de qualité. Pour le problème dont on parle ou pour la totalité du bâtiment? Pour la totalité, compte tenu de l'âge, mais on vous concède votre 5 000 $. OK. Là, vous êtes paramétré de votre inspection, on vous fait confiance pour le reste. Oui, M. Lebrun, vous ne comprenez pas. Là, l'inspection a pour but de découvrir des défauts apparents. Là, vous êtes en train de demander à mon acheteur d'abandonner le recours contre le vendeur advenant à découverte d'un défaut caché. Là, c'est 2 terrains de jeu complètement différents. Je comprends, là, OK? Ça, M. Lebrun, vous auriez dû discuter de ça avec votre client avant de mettre la maison en vente. Là. Vous m'arrivez ça, il est minuit moins 3 avec cette affaire-là. Là, on est tous déstabilisés là-dessus. Mais c'est pertinent, là, ce qui se passe. Puis ça arrive, là, OK? Ça arrive, des situations comme ça, OK? Qu'est-ce que vous faites, là? L'achetez-vous pareil ou avec la baisse de... Là, votre 5 000, il passe. Sauf qu'il accepte 5 000 à condition que tu abandonnes tous tes recours contre le vendeur pour tous les autres problèmes qui existent. Oui ou non? Pensez-y bien, hein? Ben, décide. Dépêche-toi. Dépêche-toi pour dîner. Il va peut-être dire, il va peut-être me dire, non, regarde, j'ai une entente, baisse pas de prix, je la prends, baisse pas. Pour 5 000 $, moi j'aime mieux avoir la garantie légale, puis je vais le prendre à 5 000. Comprenez-vous, là, c'est stratégique, là, on discute de, c'est quoi, là, comment est-ce qu'on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, tu sais, c'est ça, OK? Et c'est ça, parce que la valeur de
l'abandon du recours contre le vendeur advenant de découverte d'un défaut caché, ça peut valoir plus que 5 000 D'après moi, ça vaut plus que assez 5 Ça 000. vaut plus que 5 Vous 000. devriez Ah ouais. accepter mon prix d'origine. On en parle plus. Ah, il y a une façon subtile de me faire avaler des pilules, lui, hein? Tu sais, c'est ça, hein? Comme tel. Fait que, mais voyez-vous le genre de... Fait que là, la clause B2.4 ou la nouvelle clause, la clause 8 dans la nouvelle promesse d'achat, elle force le courtier qui conseille l'acheteur s'il veut débarquer parce qu'on n'arrive pas à trouver terrain d'entente. Évidemment, si M. Lebrun me revient et il dit, écoutez, M. Léger, 5 000 non, mais 4 000 oui. OK, bougez pas. J'appelle. 4 000, le prends-tu? Ah oui, moi, de prendre à 4 000. Ben oui, parce que je l'aurais pris à moins. Yes, bon, là, parfait. Là, on fait une MO. Quand les deux parties s'entendent, je fais une MO, baisse le prix de 4 000, il y a une clause type, puis je fais sauter à B2.4 parce que là, il n'y a plus de clause d'inspection. Puis la MO dit, moyennant la baisse de prix de 4 000, l'acheteur abandonne tout recours contre le vendeur dans ce problème-là spécifique, pas pour tout le reste, là, tu sais. C'est ça. C'est comme ça qu'elle est faite, la clause. Là, on a réalisé la condition. D'accord? Puis si en bout de ligne, le vendeur ne veut pas baisser, puis mon acheteur dit, s'il ne baisse pas, sois prête, moi, je n'attendrai pas à minuit moins 3. 2-3 jours avant, je vais me préparer. Parce que je peux demander à Sylvain Lebrun, qui est l'inscripteur, écoute, Sylvain, on se divorce. Je peux-tu compter sur toi pour aller voir? Je vais te donner une copie du rapport d'inspection, puis une copie de la lettre. Je vais te donner 2 copies du rapport d'inspection, 2 copies de la lettre. Peux-tu aller voir ton vendeur, puis il remettre, puis il me fait signer une accusé-réception, puis il me ramener une preuve comme quoi il l'a bel et bien reçu, la lettre et le rapport d'inspection? Puis tu fais ça rapidement. Si je sens qu'il va le faire, oui. Ça se peut qu'il n'ait pas le goût de le faire. Lui, là, il vient de voir une commission d'à peu près 10 000 $ qui s'envole. Il n'y a pas d'autres acheteurs en ligne pour l'acheter à la maison. Le vendeur est en tabarouette parce qu'il est en train d'y vendre une autre maison en plus de ça, un vendeur. Là, on vient de perdre toute une belle chaîne de transactions à ce niveau-là. Si je n'ai pas sa collaboration, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, il faut que j'aie une preuve. Parce que mon acheteur ne veut pas à la maison. Et puis, je ne veux pas lui dire un lundi matin, écoute, je n'ai pas trouvé de vendeur, puis on a passé minuit, tu vas trouver de l'acheter pareil. Il ne veut pas acheter une maison, lui, là. Hein? Fait que là, il faut être rigoureux. Il n'y a pas de laxisme possible là-dedans. Fait que là, je fais quoi? Si M. Lebrun ne collabore pas avec moi pour aller voir son vendeur et ne revient pas rapidement, hein? Huissier, c'est-à-dire que j'ai le droit de passer par-dessus M. Lebrun. Le code d'éthique ne m'empêche pas de passer par-dessus M. Lebrun parce que la conséquence, c'est que là, il va être obligé d'acheter si je ne fais pas ma job. Fait que je peux aller avec un témoin. Ding dong, bonjour, M. le vendeur. Voulez-vous me signer? Alors, moi, je signe rien, je parle à mon avocat, puis il ouvre même pas la porte ou quoi que ce soit. Là, il y a un problème. Vous voyez que là, il faut réagir. Un huissier, ça coûte de l'argent. Mais le huissier, c'est l'officier de justice. Tu lui donnes le document, puis tu dis trouve-les. Quand lui, il sonne à la porte, il y a un procès verbal de signification, puis il l'a fait, puis c'est incontestable. Et de plus en plus, moi, je recommande l'utilisation de huissier pour être sûr qu'on. Là, j'ai des transactions, là actuellement, là, découverte d'une zone humide avec des problèmes. Et là, on va enclencher la clause 6.5, vice sur régularité. Okay? Vice sur régularité, là, la clause 6.5, c'est que tu envoies l'avis, tu dénonces le problème, le vendeur a 21 jours pour corriger, puis tout ça. Là, on l'a envoyé par l'huissier pour être sûr que le 21 jours, on savait exactement quand est-ce qu'il commençait, puis c'est ça. Qui paye l'huissier, l'acheteur ou le courtier? L'acheteur. Si tu veux être généreux, tu paieras l'huissier, mais si tu fais comprendre à l'acheteur, écoute, il y a des anges. Évidemment, l'acheteur est en maudit parce qu'il a payé pour l'inspection d'une maison qui a des problèmes, puis il ne peut pas se faire rembourser. Puis là, tu es obligé de prendre un huissier pour se divorcer en plus de ça. Il n'en trouve pas d'autre. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais là, il faut que tu fasses comprendre. Regarde, tu as vu ça à la maison? Tu n'avais plus. On va. Évidemment, si tu as la collaboration de M. Lebrun ou si le vendeur accepte de signer le document, je n'ai pas besoin de courir après un huissier. Je m'en vais là, je fais signer sur ma copie, accusé-réception, je reviens, je donne une copie à mon vendeur. Mon acheteur, je dis, regarde, lâche tes 2 oreilles, demain matin, on magasine une autre maison, on est vraiment divorcé de celle-là. C'est important ce que je vous dis là. C'est important parce que c'est comme ça qu'on se divorce. Puis on ne peut pas le faire autrement. Puis il y a toutes sortes de courtiers qui travaillent tout croche, puis qui n'utilisent pas les moyens nécessaires. Puis je vais vous dire, il y a des vendeurs qui, à un moment donné, disent non, moi je regrette, il est trop tard, tu ne peux pas débarquer de la transaction. Tu ne m'as pas avisé dans le délai. Lis ta clause, B2.4, elle est catégorique. Et à défaut de ça, tu achètes, ça vient de s'éteindre. Hein? Et, monsieur, sur la clause B2.4, on dit que l'acheteur doit aviser le vendeur. C'est quoi qui se passe quand c'est le courtier qui fait ça? Bien, c'est-à-dire que tu peux être le messager, mais la lettre doit être signée par l'acheteur. Elle ne doit pas être signée par le courtier. Autrement dit,
soyez avisés en vertu de la clause B2.4 que j'annule ma promesse d'achat, tac, c'est ça. Toi, tu sois le messager, il n'y a pas de problème. OK? Parce qu'on a lui, il va voir le côté du vendeur. Oui, puis je lui demande sa collaboration. Je dis, regarde, on se divorce. Tu le sais, tu étais là dans la maison. Tu le sais, il n'y a pas de. Tu sais, on présume. On présume, c'est-à-dire que là, je présume que c'est clair. Là, mon acheteur dit, oublie ça, j'embarque pas dedans, c'est clair, net et précis. C'est même pas une renégociation de prix ou quoi que ce soit. Hein? Ça va? S'il veut pas, en tout cas, c'est ça, c'est là que j'ai un peu de problème. Parce que si le gars, si le collaborateur, si le courtier du vendeur ne veut pas, disons, qu'est-ce qu'on fait? Tu me l'as dit. Non, je sais, mais parce que là, disons, comme acheteur, c'est quoi que j'ai comme preuve que le courtier. S'il ne collabore pas, j'ai pas de preuve. Fait que moi, ça me prend une preuve. Parce que je veux. Lundi matin, on commence à magasiner une maison. Lundi après-midi, il tombe en amour avec une deuxième maison. Il va faire une promesse d'achat. On est-tu bel et bien divorcé de la première? C'est important, là. Il ne veut pas en acheter deux, il veut en acheter rien qu'une. Puis il ne veut pas en première. Je vous dis, vous avez une responsabilité énorme, là. OK? Fait que le huissier, là, à un moment donné, s'il ne veut pas le payer, le huissier, tu dis, regarde, un peu, là, juste qu'on comprenne, là. Tu es sur le trottoir dans 1 mois et demi, toi, là. Parce que ta maison est vendue ou quoi que ce soit, il faut qu'on trouve une autre maison. On a convenu qu'on n'achetait pas celle-là. OK? Ça va? Là, il faut qu'on t'en trouve un autre. Moi, demain, il n'y a pas de problème. J'ai pris des rendez-vous, on part, on va. Si après-demain ou demain après-midi, tu trouves une maison, tu tombes en amour avec, tu veux-tu être sûr que tu es divorcé de la première? Oui. Tu n'en veux plus la première? Ah ouais, on va prendre un huissier, là, on niaisera, parce que j'ai pas la collaboration de l'inscripteur, puis j'ai pas la collaboration du vendeur, parce que tous les deux, ils pleurent, parce qu'ils viennent de perdre 10 000 $, puis l'autre, il vient de perdre un acheteur. Comprends-tu? Fait que finalement, François, d'aller voir le collaborateur pour lui faire transmettre la lettre. L'inscripteur, pour lui demander d'être un messager. Oui, l'inscripteur, pour lui transmettre la lettre au vendeur. C'est des ficelles qui traînent, ça, là. Ce qui traîne, ça s'allie éventuellement, là. Fait que vaut mieux, selon moi, aviser l'inscripteur que c'est ça qui se passe, mais toi, va le chercher, le vendeur, fais-y signer, ou bedon, va voir un huissier. Ça dépend de la relation, je comprends, mais ça dépend de la relation que tu as eue avec l'inscripteur. Tu as peut-être eu une bonne relation avec l'inscripteur, puis l'inscripteur accepte et reconnaît que cette propriété-là, il n'y aura pas de transaction, puis il va collaborer avec toi. C'est juste la relation. S'il le fait, il n'y a pas de problème. C'est juste la relation que j'ai eue avec Éric Sauvé. Oui. J'aurais passé par Éric, j'aurais fait confiance à Éric. Oui. Mais des relations que j'ai eues avec d'autres courtiers d'une autre agence qui va rester innommée. Oui. Mais chaque cas est un cas d'espèce. Ça peut être légitime, ce que tu me dis là. Ça dépend. C'est pour ça qu'une pôle de 10 pieds, moi, là. Oui. Puis vous savez, il y a une chose. Si on est rendu au 10e jour, puis j'ai 11 jours, parce que mon délai c'est 7 plus 4, au 10e jour, là, moi je suis plus de temps à perdre, là. Là, je peux pas dire, hey, s'il vous plaît, veuillez signer. Non, non. Moi, je m'aperçois que j'ai pas leur collaboration, puis mon acheteur m'a dit, je n'en veux plus de cette maison-là. Fait qu'il fait, avant demain soir, 23h59, il faut que le vendeur ait reçu le document ou quoi que ce soit. Fait que là, enlève-toi les doigts dans le nez, François, là, puis au père, trouve-toi quelqu'un, là, trouve-toi un huissier, puis signifie. Je calcule que l'enjeu est bien trop gros. C'est ça. Les enjeux sont énormes. Énormes. On ne parle pas du monde qui ont les moyens de flober 500 000, là, tu sais, puis que, bon, c'est un clin d'œil, là. Comme un des mortels, là. Fait que soyez prêts, c'est là, toute la stratégie. Attendez pas à minuit moins 3 pour allumer et dire « Oh mon Dieu, il faut que j'envoie ça, ouais, OK, on ne sait plus où ce qu'il est ou quoi que ce soit. » C'est la même chose qu'au niveau du financement hypothécaire. Au niveau du financement hypothécaire, c'est le contraire. Si vous ne remettez pas dans les mains du vendeur à l'intérieur du délai, la lettre d'engagement conforme et sans condition, le vendeur, à 1 minute après minuit, après ça, peut écrire à l'acheteur par l'huissier et dire « J'ai pas reçu tes nouvelles, en vertu de 4.3, j'annule ta promesse d'achat. » Là, tu ne veux pas nécessairement que ton acheteur reçoive un avis comme ça du vendeur, puis il t'appelle et dit « Écoute, je ne comprends pas, là. Bien, ce que je veux te dire, c'est que parce que j'ai niaisé, puis j'ai pas envoyé ta lettre, puis j'ai pas une preuve comme quoi le vendeur l'a reçu à l'intérieur du délai, bien, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. OK? Hey, tu veux pas ça, là. Hein? Tu veux pas ça. Puis ça arrive, ça. Il y a du laxisme, il y a de la négligence de la part des courtiers, tout ça. Fait que là, encore une fois, l'huissier peut être nécessaire à ce moment-là. Le vendeur, qui à un moment donné a accepté ta promesse d'achat, mais là, il y a 2 autres personnes qui veulent payer plus cher. Il va-tu essayer de tout faire dans son possible pour t'empêcher de réaliser ta condition de financement? Il va se cacher, il va faire tout ça. Et ça devient stratégique. Et c'est ça. C'est là le professionnalisme. Un bon courtier, ça fait la différence. OK? Évidemment, il peut y avoir d'autres clauses. La clause d'inspection, elle peut être amendée, elle peut être modifiée. Je vous l'ai dit, je pense. Moi, si demain matin, je suis un acheteur,
Je ne la veux probablement pas, la clause d'inspection telle qu'elle est rédigée, parce qu'elle m'impose l'obligation de démontrer au vendeur que c'est un élément susceptible de façon significative. Je ne veux pas être obligé de discuter de ça. Comme acheteur, je ne veux pas être obligé. L'autre chose, c'est que je veux choisir une personne de mon choix. Ça peut être n'importe qui. Puis troisièmement, je ne suis pas obligé d'envoyer un rapport écrit. Autrement dit, je vais vous mettre une clause qui dit que c'est conditionnel d'inspection dans les 5 jours suivant l'acceptation des présentes et que cette inspection-là soit à mon entière satisfaction et à ma discrétion, par une personne choisie par moi. C'est tout. Ça ne dit pas que je suis obligé d'envoyer un rapport. Évidemment, pour l'acheteur, là, si vous avez conseillé le vendeur dans ça, vous allez devoir aller voir le vendeur et dire, écoutez, monsieur le vendeur, ne débouchez pas la bouteille de champagne tout de suite, parce que la promesse d'achat de M. Léger, là, elle a une grande porte ouverte. Il y a 5 jours pour l'utiliser. Il peut débarquer, là, comme ça. S'il se lève un matin, il a mal à la tête, il utilise sa clause d'inspection. Il y a juste à rentrer quelqu'un dans la maison, c'est tout ce qu'il y a à faire. Évidemment, s'il ne fait pas d'inspection, on pourrait dire, bien là, vous êtes de mauvaise foi. Mais il m'amène n'importe quel petit coup, on fait le tour de la maison en 3 minutes, on sort, on dit qu'on n'en veut plus, puis je me sens, c'est ça. Fait que vous avez une responsabilité conseil de dire au vendeur, regarde, ça c'est pas la B2.4. Le vendeur pourrait dire, je regrette, moi, M. Léger, si vous voulez acheter ma maison, votre clause, je ne la veux pas, c'est la B2.4, c'est ça. Et là, moi, j'aurais à décider. Si je la veux tellement, je vais vivre avec, à ce moment-là. Connaissez-vous la différence entre un inspecteur bâtiment et un évaluateur? J'espère que vous connaissez la différence, hein? Parce qu'il y a du monde qui ne comprenne pas. L'évaluateur, là. L'inspecteur bâtiment, c'est le généraliste, le médecin généraliste qui confirme l'état de santé de ta propriété. OK? Alors que l'évaluateur n'inspecte pas une propriété. Lui, il ne confirme pas l'état de santé de la propriété. Il confirme la valeur. OK? OK? C'est le jour pas la nuit. C'est le jour pas la nuit. L'inspecteur, lui, il ne regarde pas. Il va pas dans l'évaluateur ne va pas dans l'entretoit. Il regarde pas. Rien à faire. OK? Puis l'inspecteur bâtiment est le généraliste qui donne une idée de grandeur de l'état de santé de ta maison. Puis des fois, tu peux avoir besoin d'un spécialiste. Là, il va te les recommander. Il va avoir un électricien, un plombier, un spécialiste, un ingénieur en structure, quelque chose comme ça. Sur le site de la SCHL, via le moteur de recherche, calendrier d'entretien, guide d'entretien, notion de vice caché versus vice apparent, on a parlé de ça en masse. Obligation juridique imposée à l'acheteur par le Code civil d'être prudent et diligent. Il n'est pas obligé de faire inspecter, mais moi, je vous dis qu'il devrait le faire. L'inspection, là, pas une dépense, c'est un investissement. C'est comme un test d'eau, là. OK? C'est la même affaire. Le formulaire de déclaration du vendeur, le rôle de l'inspecteur, la convention d'inspection, les normes d'inspection, ils doivent suivre ça. OK? Mais de grâce, laissez pas votre acheteur prendre n'importe quel petit coup, c'est suicidaire. Mais ça prend du temps. Il faut s'asseoir avec l'acheteur puis parler avec l'acheteur. Le formulaire de déclaration du vendeur, je vous en ai parlé. Le coût et la durée d'une inspection. Combien ça dure de temps, une inspection? Carole? Ça dépend du type de bâtiment. Oui. En moyenne, si on parle d'une maison résidentielle de grandeur normale, là, 3-4 chambres à coucher, 2 salles de bain, un garage, on peut parler, pour quelqu'un qui est très habitué, nous, ça se fait en 2 heures, 2 heures et demie. Des inspecteurs qui vont aussi refuser de prendre certains types de propriétés parce que si la propriété est trop âgée et qu'elle risque d'avoir des problèmes sérieux, ou si elle est vendue sans garantie légale, ils vont carrément décider de ne pas les inspecter. Ils vont les refuser, ces mandats-là. Puis après ça, bien, quand on tombe dans le bloc appartement, ça dépend beaucoup de l'âge du bâtiment. Si on parle d'un 6, 8, 10 logements, ça peut facilement prendre 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, toujours en fonction de son état général et de son âge. Plus c'est vieux, plus c'est long. Moi, merci, Carole. Je voulais juste vous faire prendre conscience que, je pense que je vous l'ai déjà dit, là, mais c'est un risque énorme. Hein? C'est un risque énorme. C'est une responsabilité énorme. Tu appelles un inspecteur en bâtiment, tu lui dis, bon, écoute, tu as 2 heures, 2 heures et demie, je te laisse entrer dans la maison. C'est une maison que je n'ai jamais vue. Go, on part le chronomètre. Tu as 2 heures, 2 heures et demie. Il faut que tu me trouves toi et des fois par an qu'il y a cette maison-là. Puis je t'avertis, si tu ne les trouves pas, moi, te poursuivre. OK, c'est ça. C'est lourd de responsabilité. C'est lourd de demander à un professionnel de découvrir tous les défauts apparents qu'il y a sa propriété, puis de ne pas en manquer un. Puis si tu ne le manques pas, si tu le manques, là, je te dis que moi, c'est un job là, que je trouve qui est très, très lourd. Mais ce qui rend la chose encore plus difficile, c'est l'absence de la présence du vendeur, du propriétaire-vendeur. Dans bien des cas, les propriétaires vendeurs ne sont pas là.
Fait que là, tu cherches des choses, puis tu les trouves pas, tu La sais. DV peut t'aider jusqu'à un certain La point. DV mais- peut aider, mais tu sais, quand on parle de tout ce qui concerne la plomberie, les clapets, les drains, les entrées d'eau, toutes sortes d'affaires que c'est caché en dessous des faux planchers, c'est caché en dessous des tapis, c'est caché derrière des armoires, bien là, c'est bien beau faire le tour, mais l'inspecteur est obligé de dire, ben non visible, non localisé. Fait que là, ça fait des inspections bien moins complètes pour un acheteur. On va arrêter, il est midi. On se revoit à 1h30. Je veux passer du temps là-dessus. Je veux être sûr que vous êtes solide là-dedans, que vous comprenez bien ce dont il s'agit. Ça va? OK?